Bonjour Alexandre et bonjour à tous qui assistent au live. Alors, je suis Soraya, je suis la fondatrice de Kintac, un organisme de formation dédié à la recherche d'emploi et aux entretiens d'embauche, qui te donnera toutes les actions pendant l'entretien. Donc, la banque d'affaires, c'est un domaine qui est très prisé par de nombreux candidats. Le taux de sélectivité de ce type d'entretien est en moyenne de 1 à 2%. On peut rejoindre la banque d'affaires soit en faisant un stage, un off-cycle, un graduate, un summer internship, voire même y aller directement en CDI. Donc, pour vous donner un exemple qui montre à quel point le taux de sélectivité est vraiment très, très serré, Goldman Sachs reçoit 250 000 candidatures pour un programme de summer internship, ce qui est quand même assez énorme. Et donc, les candidats, le souci en tout cas aujourd'hui, c'est que les candidats, lorsqu'ils postulent en banque d'affaires, ils ont l'habitude de viser uniquement les banques d'affaires les plus prestigieuses, alors qu'il y en a plein d'autres qui sont tout aussi bien et où le candidat peut être épanoui et apprendre le métier de banquier d'investissement. Donc, je suis ravie en tout cas d'accueillir ce soir Alexandre Bouillet, analyste en banque d'affaires chez Degroof Petercam. Est-ce que c'est comme ça qu'on prononce ou pas? Oui, tout à fait. Ok. Et donc, c'est une banque d'investissement privée qui est reconnue en Belgique. Donc, Alexandre est diplômé de l'ESCP et après de nombreuses expériences de stage, notamment les dernières, en tout cas, j'ai vu en private equity, fusion, acquisition et audit. Donc, il a rejoint cette banque en tant qu'analyste. Et c'est une banque qui est spécialisée autour d'une variété de secteurs, tels que la banque privée, l'asset management, l'immobilier, la gestion de fortune, la gestion de fonds d'investissement et la banque d'investissement. Et dans ce live, on va se focaliser sur la banque d'investissement ou banque d'affaires. Et Alexandre, du coup, va nous partager ses expériences. Il va nous raconter comment il a choisi pourquoi il a choisi ce poste, comment il a vécu sa recherche d'emploi en banque d'investissement et comment il a pu réussir ses entretiens d'embauche pour intégrer cette banque d'affaires. Donc, c'est un live qui va durer 1h15 et qui va se dérouler en plusieurs parties, donc 6 parties au total. Donc, la première, c'est qu'Alexandre va nous expliquer pourquoi il souhaitait travailler en banque d'investissement, pas un autre métier en finance, parce qu'il y en a plein d'autres. Ensuite, il nous expliquera comment il a préparé son CV et sa lettre de motivation. Et il nous racontera sa recherche d'emploi. Il parlera aussi de la préparation de ses entretiens. Il va nous raconter aussi son entretien d'embauche en tant qu'analyste au sein d'une banque d'affaires. Et enfin, il va nous partager son expérience au sein de sa banque actuelle. Donc, c'est un programme qui est un peu chargé, mais ça va être un live, en tout cas, très enrichissant pour les personnes qui nous regardent et qui sont intéressées par ce métier. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Maintenant, ça va être à ton tour, Alexandre. Donc, vraiment ravi de te recevoir, Alexandre. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Content d'être avec vous et j'espère pouvoir répondre à vos questions et apporter un peu de connaissances et surtout de vécu et de partager un peu quelques conseils qui, moi, m'ont servi jusque présent, qui sont bien sûr pas des conseils qui sont pas des conseils qui sont à prendre comme étant la vérité, mais qui peuvent peut-être orienter certaines personnes pour leur situation. Ah oui, parfait. Bah alors déjà, on peut se tutoyer. Hein. On va faire comme ça. On était dans un café. On va se tutoyer. Là, l'objectif, c'est vraiment que tu nous partages vraiment toutes tes expériences. Ben, du coup, on va commencer donc par le début. Donc déjà, moi, ce qui m'intéresse, donc la première question, c'est vraiment si tu peux me parler un peu de ton parcours après ton diplôme en 2019. Ouais. Et voilà. Ok. Bah déjà, alors je pense que pourquoi la banque d'investissement, la banque, cette idée m'est venue bien avant la diplomation. C'était quelque chose que j'avais déjà fait au travers de mes stages. J'avais notamment fait un stage dans la boutique internationale qui est Lincoln International. Et je dirais que lors de ce stage, j'avais vraiment découvert exclusivement le métier de la fusion-acquisition, qui était un métier qui m'avait beaucoup plu,
qu'est-ce qui m'a plu particulièrement dans ce métier-là? C'était à la fois, je trouve, la symbiose entre des problématiques financières et des problématiques stratégiques, c'est-à-dire que vous avez un acteur qui va venir vers vous et qui va essayer de venir avec une problématique qui veut grandir dans un marché donné, donc sur une géographie ou sur une activité spécifique. Donc ça c'est une problématique stratégique, mais vous allez essayer de trouver une solution financière. Donc vous allez essayer de trouver stratégiquement l'actif qui peut le plus correspondre à ses besoins, tout en essayant de trouver un prix adapté qui pourra générer une valeur ajoutée à votre client. Donc, vous avez un peu ce mélange entre stratégie et finance qui moi, m'intéressait beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin de mes études, j'ai décidé de d'abord faire un stage en private equity qui reste dans la sphère de la finance, mais qui est plutôt généralement les interlocuteurs de l'autre côté de la table de la banque d'investissement. C'est-à-dire que quand dans un mandat, vous avez par exemple une société que vous voulez céder, vous allez souvent contacter ces fonds d'investissement qui vont se retrouver à l'achat. Et donc, je voulais faire un stage là-dedans pour essayer de mieux comprendre comment ces sociétés-là regardaient un investissement et qu'est-ce qu'ils cherchaient dans des sociétés en particulier, pour que moi, derrière, après, je prenne cette expérience et ce savoir et que je l'amène en banque d'investissement pour justement essayer de aiguiser mes clients en banque d'investissement pour leur dire, ben voilà, les fonds d'investissement, c'est particulièrement ça et ça qu'ils regardent. Donc, c'est pour ça qu'à l'issue de ce stage de fin d'études en private equity, j'ai tout de suite rejoint les équipes de Degroof Petercam, donc en janvier 2020, en tant qu'analyste en banque d'investissement. Donc, pas que de la fusion-acquisition, aussi d'autres métiers dont je vous parlerai un peu plus tard. Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer, faire une petite synthèse pour nous expliquer qu'est-ce que tu fais exactement en tant que banquier d'investissement pour ceux qui connaissent pas ce métier? Alors, la banque d'investissement, c'est un peu un terme très joli qu'on aime bien mettre à toutes les sauces. Donc, je dirais que la banque d'investissement regroupe plusieurs différentes activités. Vous avez l'activité principale des banques d'investissement qu'on appelle le M&A, donc les FUSAC, donc qui est vraiment du conseil de société à l'achat ou à la vente. Mais la particularité de Degroof, c'est qu'on est l'une des rares banques de la place parisienne sur le marché mid-cap à travailler sur d'autres activités que sont ce qu'on appelle le Debt Capital Market DCM, c'est-à-dire du conseil de financement. Donc, c'est-à-dire qu'on va conseiller nos clients pour lorsqu'ils souhaitent lever de la dette, donc que ça soit de la dette bancaire ou autre, on va les conseiller pour cela, mais on fait aussi ce qu'on appelle des missions de Equity Capital Market, donc ECM, que sont par exemple dans lequel rentrent des opérations d'introduction en bourse, retrait de cote, augmentation de capital. Donc ça, c'est aussi des activités que l'on fait ici à Degroof Petercam. Donc c'est un peu toute problématique financière que pourrait avoir un client. On vraiment répond à cela. Ok. Et justement, comment tu as su, toi, parce que quand tu étais encore en école, que c'était un poste qui pourrait te correspondre? Pourquoi tu as choisi ce poste-là? Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a parlé du poste? Non, à vrai dire, c'est vrai que Degroof Petercam, je ne connaissais pas avant de commencer mon stage en fin d'études. Après, lors de mon stage, quand j'ai su que je voulais revenir en banque d'investissement, j'ai commencé à regarder un peu tous les acteurs. Et c'est vrai que c'était un acteur qui m'avait particulièrement marqué, parce que je pense que pour réussir en banque d'investissement, je pense qu'un caractère très important, c'est la curiosité intellectuelle. Il faut être curieux, il faut vouloir toujours apprendre des choses, que ça soit sur le métier, sur des secteurs d'industrie particulière. Et donc, moi, j'avais cette curiosité et je me suis dit, c'est vrai que Degroof, c'est très intéressant parce qu'au-delà de seulement faire de la fusion-acquisition, il faut aussi plein d'autres métiers que je ne connaissais pas du tout avant. Et je me suis dit, ce serait une superbe opportunité pour vraiment découvrir ces différents métiers qui te permet en vrai d'aller auprès du client. Et si le client te dit, ben, j'ai telle problématique, de pouvoir le conseiller sur plein de choses et pas juste de lui dire, ben, il faut que tu achètes, il faut que tu achètes une société ou il faut que tu vendes une société. Non, il y a d'autres solutions. Il y a des solutions donc de dette, il y a des solutions d'equity qui existent et qui me permettent, maintenant que je suis chez Degroof Petercam et que je travaille sur ces différents sujets, de mieux comprendre un peu toutes les différentes solutions que se prêtent à un client en spécifique quand il a une problématique financière. Tu avais déjà un intérêt avant à l'école pour la finance.
Est-ce que, je sais pas, tu as des proches peut-être qui sont en finance? Qu'est-ce qui a fait que Oui, tu t'es intéressé à ce métier, en fait, toi, ouais, personnellement? ouais, tout à fait. Tout à fait. La finance, c'était quelque chose que mon père faisait ça, mais plutôt côté marché, donc côté trader. Donc, j'ai toujours été très attiré par le monde de la finance. Après, au-delà de ça, j'adorais tout ce qui était un peu mathématique, mais j'avais pas le profil pour faire les grandes écoles d'ingénieurs. Donc, je trouvais que la finance était quelque chose où je pouvais travailler avec des chiffres, les faire tourner dans tous les sens. Et donc, c'était quelque chose. Mais je pense que au-delà de ça, je pense que c'était surtout cette curiosité qui m'a poussé à aller vers ce milieu-là, parce que c'est un milieu où on n'a jamais fini d'apprendre. On est toujours en train de découvrir tous les jours des choses nouvelles. Et ça, c'est quelque chose que j'adore dans ce métier. Ok. Et alors, dis-moi, à la période où tu cherchais un poste, est-ce que tu as ciblé d'autres métiers? Ou bien, pourquoi t'es pas allé en banque privée ou bien en fonds d'investissement? Parce que tu avais fait un stage en fonds d'investissement. Hmm. Tu avais postulé dans d'autres métiers ou tu étais en mode non, que analyste en banque Hmm. d'investissement? Non, non, j'étais vraiment en mode, je savais que je voulais revenir en banque d'investissement. Pour moi, c'était une évidence. Donc, j'ai vraiment cherché que dans ça. D'accord. La banque privée, c'est particulier. C'est quand même un métier qui est un peu différent de ce que l'on fait. Les fonds d'investissement, ça m'attirait aussi. Après, il faut savoir que c'est très compliqué quand on cherche un CDI de rentrer directement en fonds. Souvent, les fonds demandent une certaine expérience chez les juniors en justement banque d'investissement ou en TS, Transaction Services, des choses comme ça. Donc pour moi, la banque d'investissement, pour moi, c'était une évidence, d'autant plus que lors de mon expérience en stage en fonds, il y avait eu certaines choses qui m'avaient un peu déçu, où je me suis dit en banque d'investissement, ça me décevrait pas parce que ce n'est pas du tout dans cette optique-là que travaille une banque Tu avais d'investissement. Donc je me déçu? suis dit, bah, ce qui m'avait déçu, c'est que en vrai, quand on y réfléchit un peu à le modus operandi d'un fonds d'investissement, c'est que le fonds d'investissement va trouver une société qui l'intéresse, va investir dedans et va certes suivre la société au quotidien, mais ce quotidien dure pendant 3 ans, peut-être 5 ans, et après il cède la participation et il en passe à une autre. Il n'y a pas vraiment de plus long terme pour certains fonds d'investissement que cette durée d'investissement de la société. Alors que je trouve qu'une banque d'investissement, on, si on fait bien notre travail, on peut accompagner des clients sur le long terme, d'autant plus que une banque comme De Gros, vu qu'on fait un peu tous les métiers de la finance, on peut répondre à tous les besoins de notre client. Donc, on peut vraiment les accompagner de la petite société. Bon, après, nous, on est un acteur quand même qui cherche des sociétés mid-cap, donc on prend des sociétés un peu plus grandes quand même, mais après, on peut les accompagner sur tout leur développement pour devenir des plus grandes sociétés avec, au travers d'aides sur des acquisitions, du financement. Et je vois par exemple de Groove, on a un client dans le domaine de la santé qu'on accompagne depuis maintenant plus de presque 6 ou 7 ans, parce que justement, il y a cette confiance-là, cette capacité-là de Groove à pouvoir les accompagner sur toutes leurs opérations et faisant bien son travail, je dirais qu'il y a une certaine confiance qui s'est établie auprès de la société, ce qui fait qu'on peut voir un peu cette croissance et cette évolution de la société sur un long cycle de vie que moi je trouve beaucoup plus intéressant que juste participer accompagner la société pour 3 ans, 5 ans et après tourner la page et passer à une autre société. Je trouve un accompagnement dans la distance c'est Hmm. quelque chose qui moi personnellement m'intéressait plus. D'accord. Et alors, du coup, parce que ça, c'est une question que pas mal de candidats se posent. Est-ce que toi, quand tu t'es mis à postuler, tu as ciblé vraiment le type de banque qui t'intéressait, c'est-à-dire en termes de taille ou pas? Ou bien, c'est-à-dire tu t'es dit, parce que la majorité des candidats font l'erreur, pour moi c'est une erreur, de postuler uniquement dans des grosses banques d'affaires, Tout type à fait. UBS, Crédit Suisse, Goldman Sachs, Mm. et ils voient pas les. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, enfin, il y a d'autres banques qui perdent ont un épanouissement professionnel vraiment top. Alors toi, est-ce que tu as ciblé, tu t'es dit, je veux vraiment faire du mid-cap ou bien je veux une banque française, je veux une banque belge, Mm. anglo-saxonne. Enfin, comment tu t'es organisé en fait pour Alors, il y a deux choses. La première, c'est que lorsque j'ai cherché mes stages de césure notamment, j'avais postulé à des grandes banques parce que surtout les grandes banques, faut savoir, ils font leur process bien en amont. Parfois, faut postuler pour des summers, par exemple. C'est le mot qui court partout. Quand je me rappelle quand j'étais étudiant, donc faire des summers chez les GP, les Rothschild, c'est souvent des process qui démarrent en septembre pour juillet de l'année prochaine. Donc, c'est des process qui sont où il faut s'y prendre assez en avance. Donc ça, c'était des process que j'avais fait donc pour toutes les
les grandes banques, donc les Nomura, Morgan Stanley, Crédit Suisse, UBS, enfin j'en passe et des meilleurs, il y en a eu plein. Et j'ai jamais été rappelé. Donc bon, déjà je me suis dit bon, peut-être mon approche n'est pas la bonne, peut-être mon profil ne leur correspond pas. Et donc avec du coup ces échecs en candidature, je me suis dit bon, vu que je savais que je voulais faire ça, je me suis rabattu sur des sociétés plutôt mid-cap. Et donc, j'ai vu notamment Lincoln International, auquel j'ai fait un stage. Et je le regrette pas du tout. Et c'est pour ça que, bon, après, même en banque d'investissement, là, quand j'ai postulé pour un poste senior, enfin un poste de CDI, je veux dire, j'ai quand même postulé à tout type de banque, donc toute taille, parce qu'il faut quand même, après, à la fin de la journée, il faut quand même trouver un poste. Donc, je voulais pas faire la fine bouche. Mais c'est vrai que j'avais toujours un peu plus d'attrait pour le mid-cap pour plusieurs raisons. De un, c'était quand même si le train de vie et l'organisation du travail est quand même très important. Donc ça reste, c'est pas non plus très différent des large cap, mais je trouvais qu'en mid cap, on avait une exposition à la fois sur les dossiers auprès de clients. Moi, je me rends compte que je fais certaines choses, alors que je suis analyste depuis même pas encore 2 ans. Ça sera demain mes 2 ans. Je fais déjà j'ai déjà fait des choses que parfois des analystes ou même des associés dans des grandes banques n'ont toujours pas encore fait. Parce que justement, chez De Groef, l'exposition que l'on donne aux juniors et aussi la culture méritocratique de la structure fait que si on voit que tu es compétent et que tu peux en faire plus, on va te donner les responsabilités parce que ça allège déjà le travail des plus seniors et ça te permet à toi de monter en compétences plus vite et d'être un peu plus responsable sur les dossiers et de pouvoir gérer les sujets à venir. Donc, c'est gagnant-gagnant pour les deux. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, en mid-cap, et même quand j'étais chez Lincoln, je me rappelle, parce qu'on dit toujours les stagiaires, on verra jamais le client. Moi, je me rappelle un dossier qui était à la toute fin de mon stage où j'avais travaillé vraiment très, très dur dessus. Et à la fin, le senior m'avait dit, bah, écoute, Alexandre, viens, participe avec moi à une management presentation, quelque chose qui était très, très rare pour un stagiaire de pouvoir vraiment rencontrer le client dans une présentation officielle, quelque chose de quand même très, très important. Et c'est vrai que c'est là où je me suis rendu compte que, en effet, en mid-cap, je pourrais aller plus vite sur certaines étapes. Donc oui, on ne travaille pas sur les grands deals comme là, c'est passé avec l'achat de Microsoft, de Activision aux 67 milliards. Donc, on ne travaille pas dans les deals qui font la une, mais on travaille sur des dossiers très, très intéressants tout autant et où on arrive à voir plus que ne verrait un analyste ou un associé sur ce genre de dossier. Donc, c'est pour ça que pour moi, le choix du mid-cap était quand même un choix que j'assume et que je préférais largement dans mes candidatures. Bah, je comprends complètement et surtout que ça convient pas forcément à tout le monde de faire du large cap. C'est assez hiérarchique, on évolue un peu plus lentement. Enfin, c'est complètement différent. Et donc, oui, tu le prouves d'ailleurs que tu es exposé à plein de dossiers. Et ça, c'est vraiment pas mal. Bah, du coup, alors, vraiment super pour cette présentation. Donc là, on voit un peu ton parcours. On va passer maintenant à la prochaine étape parce que qui dit intérêt pour la banque d'investissement ou n'importe quel poste dit préparer son CV et sa lettre de motivation. Et ça, Ouais. vraiment, c'est l'étape la plus difficile parce que, comme l'avait dit Alexandre, il candidatait partout. Et souvent, on n'est pas rappelé, non pas parce que ton CV n'est pas bon, mais parce que la façon dont tu as présenté ton CV n'est pas bonne pour l'entreprise pour laquelle tu as candidaté. Ouais. Et c'est tout un travail. Du coup, là, Alexandre, du coup, il nous a envoyé le CV. Ça, c'est son CV, le CV qu'il a utilisé pour candidater. Et c'est ce qui lui a permis de décrocher des entretiens. D'ailleurs, tu avais passé des entretiens où, à part chez De Groef? Alors, je vais faire par classement de large, mid et small. J'ai candidaté, donc j'ai eu des entretiens chez Rothschild, chez Barclays, DC Advisory, Edmond Rothschild, De Groef, Lincoln International, Clearfield et je pense que c'est tout. J'en ai eu 7 et j'avais candidaté à peut-être une petite dizaine, 10 à 12 banques et j'en ai eu 7 qui m'ont appelé pour des entretiens. Ah oui, ça c'est un taux qui est quand même assez élevé, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Donc là, ça prouve qu'en fait, ton CV, vraiment un CV qui passe
en tout cas Mm. pour ce type d'entreprise, parce que c'est pas mal. Et c'est connu aussi, la banque d'affaires, en général, pour pouvoir l'intégrer, il faut passer beaucoup, beaucoup d'entretiens. C'est pas, voilà, Ah c'est oui, un vrai oui. Bah, exercice. ouais, ouais, en effet, pour CDI, les process sont particulièrement longs. Bah oui, c'est normal. Bah du coup, alors, donc on a en fait, finalement, là, on a un CV d'un king, d'un entretien. C'est comme ça que j'appelle, en tout cas, les personnes qui décrochent enfin, plein d'entretiens. Donc en fait, si tu peux, est-ce que tu peux me dire, en tout cas, comment toi, tu as préparé ton CV pour le poste d'analyste en banque d'investissement? Est-ce qu'on t'a aidé ou tu l'as fait tout seul? Ouais, alors tout d'abord, à tous ceux qui suivent, je pense que il n'y a pas de CV type. Nous, là, par exemple, le format que vous voyez là devant vous, c'est un format que notre école nous avait envoyé. Et c'était un format qui, au cours de mes discussions avec des personnes en finance, m'ont bien fait comprendre que c'était en effet ce genre de format qui était favorisé. Après, enfin, si vous mettez l'éducation en dessous de la work experience, ça ne change pas grand-chose. Par contre, il faut que ça soit des CV comme ça présentés simplement, pas besoin d'icônes à droite et à gauche, de couleurs. Ça, c'est très marketing. C'est pas quelque chose que, enfin, je vous avoue, on participe au screening de CV de candidats, donc j'en vois passer plein. Les screenings les plus extravagants, on va dire, et original, malheureusement, sont pas souvent ceux qui sont retenus parce que justement, en finance, on est quand même malheureux, enfin, malgré toutes les qualités qu'on a, on a peut-être des défauts, c'est qu'on est très carré, on aime les choses simples qui vont droit au but. Donc, on n'a pas, nous, on veut vraiment juste voir qu'est-ce que vous avez fait dans vos dernières expériences. Donc après, en termes de terminologie, je pense que ce qu'il est très, très important de faire ressortir, c'est de montrer que, enfin, après, c'est à vous vous n'allez pas non plus mentir et inventer des choses sur votre CV, ça, je vous le déconseille très fortement, mais c'est de utiliser des termes que vous savez est utilisé dans le quotidien du métier que vous cherchez. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends le cas de la banque d'investissement, bah, par exemple, là, si je prends Lincoln International, j'ai parlé d'industrie, enfin, de deux dossiers sur lesquels j'ai travaillé et j'utilise des termes qui sont propres au métier. Par exemple, on parle de sell side, on parle d'un spin-off, on parle d'un financial buyers. Donc, c'est plein de choses que moi, derrière, je pouvais expliquer. Je sais ce que c'est un spin-off, je sais qu'est-ce que c'est un financial buyers par rapport à un trade buyer, je sais c'est quoi la différence entre un sell side et un buy side. Donc, c'est plein de terminologies comme ça qui peuvent, pour vous, paraître anodins, mais qui, un recruteur, il se dit, bon, il a les bons termes. Après, est-ce qu'il les comprend? Peut-être pas, mais il a déjà les bons termes. Donc, ça veut dire qu'il s'y connaît déjà un peu dans le métier. Et même si vous avez donc ça, c'est très important. Après, par exemple, pour Qualium Investissement, je me rends compte que là, mon CV n'était pas encore à jour à l'époque parce que je l'avais pas encore fait, mais j'ai depuis mis à jour cela. J'ai participé à une acquisition de société. Donc ça aussi, vous le rajoutez et vous utilisez les termes précis. Donc en finance, il faut savoir que là, vous voyez, comme vous pouvez voir, c'est toujours un bullet. Enfin, sauf là sur Lincoln où j'ai deux lignes, mais c'est des choses simples. En finance, on n'a pas le temps de lire des paragraphes qui font 3 lignes. Nous, on veut des choses simples. On veut savoir qu'est-ce que vous Un avez fait belette, pas exactement. trois? Hmm. Pas trois belettes plutôt, non? Un belette, c'est pas suffisant, non? Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une ligne par boulette. C'est pas, il faut Ouais. pas non plus raconter tout ce que vous avez fait dans le détail. Ça, limite, c'est un peu, faut donner une sorte de bande-annonce pour que le recruteur se dise, ah, c'est intéressant, j'aimerais savoir un peu plus qu'est-ce qu'il a fait exactement sur ce dossier-là. Par exemple, Ouais. moi, sur mon premier, je dis que j'ai participé au spin-off de Novak de Albert Industries. Moi, derrière, j'ai été appelé et ils m'ont dit, bah, est-ce que vous pourriez me parler un peu plus de cette opération? C'est qui le financial buyers? Qu'est-ce que tu as réellement fait? Donc ça, vous voyez, je ne l'ai pas tout dit, pas tout détaillé dans le CV parce que sinon, bah, le recruteur, ça sert à rien. Il sait déjà tout ce que tu as fait et il va pas se dire, ah ben, ça m'intrigue. Il faut créer un peu une certaine intrigue auprès du recruteur pour qu'il se dise, ah ben, c'est intéressant, il a des expériences pertinentes, je vais le rappeler pour qu'il m'en parle un peu plus parce que je suis curieux. D'accord. Donc voilà, donc c'est quelque chose faut rester dans la finance, faut rester concis, faut rester simple, et il faut employer des termes qui sont propres au métier et qui montrent que vous avez une certaine connaissance du métier. Après,
ça ne, comme je disais au début, il ne faut pas non plus inventer des expériences ou des deals sur lesquels vous n'avez pas travaillé justement, parce que si derrière je vous demande de creuser que combien de personnes j'ai vu en entretien où ils disent bah, j'ai travaillé sur la vente de telle société, bah, moi je leur demande bah, c'est qui les autres acteurs qu'il y a dans cette industrie, ils sont incapables de me répondre alors que ce sont des acteurs très importants. Donc ça fait un peu tâche déjà quand vous commencez un entretien et qu'on se rend compte que c'est pas très très crédible parce que vous n'êtes pas capable de répondre à certaines questions que l'on considère plus basiques. Donc voilà, faut rester vrai sur son CV, faut rester concis, mais pertinent et susciter un peu de curiosité chez le lecteur pour vouloir se dire, ben, je vais le rappeler parce que j'aimerais en savoir un peu plus sur son profil. D'accord, ok. Mais du coup, toi, on voit vraiment que tes expériences professionnelles aussi, ça a beaucoup joué. Mais aussi, Oui. selon toi, mis à part ça, qu'est-ce qui a attiré l'attention des recruteurs sur ton CV? Qu'est-ce qui a fait quand même, Bah, tu as quand même décroché 8 entretiens sur 12 candidatures, ouais. ce qui est assez fou. Alors, après, on va pas se mentir, je pense que déjà, l'industrie est une industrie, même actuellement chez De Groove, on recherche actuellement des analystes, donc c'est une industrie qui cherche beaucoup. Donc après, il faut dire que j'avais aussi, je pense, cette chance avec moi, en quelque sorte. Après, je pense que faut pas se dire que vous allez soudainement créer un CV parfait qui va faire que vous allez être rappelé partout. Ce CV, comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé en le construisant avec ma première expérience chez EY, puis après, je suis passé chez Lincoln, puis je suis chez Qualium. Enfin, quand j'ai postulé chez Rothschild et chez Barclays pour des summers, j'ai jamais été rappelé parce qu'à l'époque, j'avais que EY. Mais depuis, j'ai mis Lincoln, j'ai mis Qualium. Et là, quand je postulais pour des CDI, même pas pour des stages, là, j'ai été rappelé parce que j'avais apporté un peu plus de crédibilité à mon parcours en leur montrant que j'étais quelqu'un qui savait où il voulait aller, qui avait un parcours logique qui se suit. Et c'est pour ça que pour moi, je pense que faut pas non plus se dire, ben, la banque d'investissement, ça m'intéresse et je me lance tout de suite dedans. Il faut s'assurer que vous vous lancez dedans en ayant certaines qualités, on va dire, à la fois techniques et des soft skills que moi j'appelle, que vous pouvez acquérir au travers d'autres expériences, type de l'audit, type du TS. Donc, c'est pas tout de suite, vous n'arrivez pas tout de suite, premier stage chez JP Morgan. Non, ça se construit progressivement. D'accord, c'est un excellent conseil parce que c'est tout à fait vrai. Mais du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui, elles, n'ont pas d'expérience? Je sais pas, Mm. peut-être qu'une personne qui n'a pas de stage, ni en fusion-acquisition, ni en fonds d'investissement, et Mm. qui recherche son premier CDI, mais pendant son année de césure, elle n'a pas du tout fait de stage en fusion-acquisition. Que faire du Alors, coup? si ces personnes-là sont en études, la première chose que je leur conseillerais, c'est d'essayer de se dire, et s'ils veulent vraiment faire de la banque d'investissement et qu'ils se rendent compte que leur CV n'est pas assez bien garni, c'est d'essayer, bon, c'est pénible, mais de faire un stage de fin d'études là-dedans. Parce que ça, je pense que déjà de un, ça peut aider parce que je vois là, une analyste qu'on a recrutée a fait un stage de fin d'études chez nous. Elle n'avait pas de fait de fusion-acquisition du tout avant. Elle avait fait une alternance plutôt financière, mais qui n'avait rien à voir avec la banque d'investissement. Elle a fait son stage de fin d'études, ça s'est très très bien passé. On lui a donné une offre à la fin. Donc, un stage de fin D'accord. d'études peut déjà te donner une porte d'entrée dans la banque d'investissement si déjà ils te disent en entretien que oui, en effet, ils recrutent. Chez De Groove, c'est le cas. Donc ça, déjà, c'est un premier conseil. Après, en effet, donc la banque un stage de fin d'études en banque d'investissement, c'est à privilégier si vous avez envie de vous lancer tout de suite dans un CDI là-dedans. Si en revanche, vous n'arrivez pas à le décrocher, ce qui arrive, moi, je sais que par exemple, quand j'étais chez EY, j'ai fait le choix de chez EY, mais j'aurais pu aller en M&A. Mais je sais que ce qui est très très bien vu parfois par des gens, après par des recruteurs, c'est de l'audit, du TS, donc du Transaction Service, ou aussi du M&A, mais à la fois soit dans une boutique peut-être un peu plus petite, donc un small cap, ou en M&A en interne, c'est-à-dire vous allez rejoindre l'équipe M&A de Casino, de Veolia, donc vous allez travailler quand même sur le métier de M&A, vous allez être rodé avec les process, les outils, la méthode que l'on utilise, mais vous allez le faire d'abord pour un industriel, mais toutes les compétences, tout le métier reste assez identique. C'est juste le rythme horaire qui est peut-être un peu différent là-dessus. Mais donc voilà, c'est ça les trois, je dirais, un peu portes d'entrée pour du M&A, qui est même, que ça soit CDI ou même stagiaire, que l'on voit et qui est très apprécié auprès des recruteurs.
Alors finalement, donc ça veut dire que si une personne cherche un CDI en fusion-acquisition mais n'a pas du tout fait de stage dans ça, donc finalement, elle ne peut pas en trouver. Euh, c'est Pas un ça qu'on peut CDI. Je dire. pense qu'un CDI direct, faut se dire que vous rentrez en compétition contre des personnes qui ont forcément fait une expérience. Voilà. Donc, à CV, si on se dit, ben, j'ai que un seul poste et j'ai déjà plein d'autres, parce qu'on n'est jamais tout seul quand on postule, j'ai plein d'autres personnes qui ont postulé. Oui, malheureusement, votre CV va pas attirer autant. Donc, moi, là-dessus, j'ai deux conseils. Le premier, c'est de faire peut-être une première expérience un peu plus lié à la finance et à ce que vous avez envie de faire en stage de fin d'études, qui déjà vous donnera une porte d'entrée dans la structure au sein de laquelle vous faites ce stage de fin d'études et qui, si ça n'aboutit pas, vous permettra de rebondir ailleurs. Et la deuxième chose, c'est de contacter des gens parce que moi, je vois dans les entretiens que j'ai passés, il y en a au moins la moitié qui ont été obtenus par du démarchage LinkedIn. Il n'y avait pas d'offre à proprement parler. J'ai juste envoyé un CV à une personne et voilà, j'ai été recruté, enfin, j'ai été appelé à des premiers entretiens tout de suite après. Alors, ça c'est vrai, effectivement, ça fonctionne. Après, ça dépend comment vous parlez, hein, qu'est-ce que vous dites aussi aux personnes sur LinkedIn. Mais juste, je reviens à cette alternante que vous avez recrutée. Quand elle a envoyé son CV, justement, elle avait aucune expérience en banque d'investissement ni en fonds d'investissement. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, tu l'avais recrutée en stage de fin d'études? Qu'est-ce qui fait? Alors là, il faudrait voir parce qu'après, c'est pas moi qui particulièrement. Nous, on fait passer des CV, mais je les screen pas. C'est pas nous qui choisissons après quels candidats sont retenus par le screening pour être appelés. Après, elle avait quand même fait un an de finance, donc c'était plutôt de la finance en corpo. Bon, c'était pas du M&A, mais c'était C'était quelque chose. quoi? Je me rappelle plus exactement ce qu'elle a fait exactement, mais c'était en lien quand même avec la finance. Après, on va pas se mentir. Je pense que toute expérience quand même avec de la finance est bien vue. Après, il y a aussi, il y avait, je me rappelle plus après si elle avait pas fait d'autres expériences même avant cette alternance de un an, plutôt en lien avec de l'audit ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est comme je vous dis, c'est qu'en vrai votre CV au-delà de juste une expérience, c'est un fil conducteur, c'est une histoire que vous racontez qui doit être logique. Si vous faites un stage Mm. en conseil, puis en marketing, puis en audit, et qu'après derrière vous voulez venir faire de la banque d'investissement, bah faut se dire je sais pas, il y a pas de suite logique. Donc c'est vrai qu'un recruteur pour se demander pourquoi il vient chez moi. Est-ce que c'est juste un tremplin ou est-ce que c'est Mm. vraiment parce qu'il a mûrement réfléchi son choix et auquel cas ça fait sens de le rappeler. Exactement. Et aussi, en fait, l'erreur que font la majorité des candidats, c'est de postuler en banque d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on en parle beaucoup, surtout en grande école, hein, où ils parlent beaucoup de banque d'affaires. Mais il faut savoir que, comme tu l'as dit, la carrière, ça se construit sur le long terme. Et ce Mm. qui est mieux, c'est vraiment de commencer par des métiers qui t'intéressent, comme par exemple cette alternante qui a peut-être été dans les services financiers d'une entreprise, d'un secteur qui l'intéressait. C'est ce qui fait que tu acquiers de l'expérience et voire même plus tard avoir cette possibilité de rejoindre une équipe en banque Mm. d'investissement parce que t'as eu de l'expérience dans un secteur. Ça aussi, je Mm. pense que c'est possible, non? Je me trompe Oui, pas? tout à fait. Non, je pense que tout à fait. À la fin, il n'y a pas de mauvaise expérience. Il y a juste des expériences que vous n'arrivez pas à bien vendre C'est pour le ça. stage que vous voulez faire. Voilà, exactement. Alors maintenant, on va passer donc à la lettre de motivation. Donc, Mm. c'est pas la lettre de motivation que tu as envoyée pour cette banque en particulier, hein. C'est une lettre que Non. tu as envoyée pour les autres. C'est ce que tu m'as dit parce que tu n'avais pas envoyé de lettre de motivation pour cette banque. C'est ce que tu m'avais dit, il Ouais, me alors semble. c'est ça, c'est que comme l'indique le titre, c'était pour Barclays, donc il n'y a pas, il y a pas anonymisation sur cette lettre. À savoir que les banques d'investissement, pas beaucoup, euh, utilisent une lettre de motivation, à vrai dire. Ça, c'est vraiment pour les grosses structures, Rothschild, Barclays, des choses comme ça, où ils aiment bien des lettres de motivation parce qu'en effet, peut-être ils les font tourner ensuite en interne dans des algorithmes pour essayer de voir quels mots-clés ressortent. Enfin, je sais pas, à vrai dire, mais je sais que très très souvent, même nous pour des stages ou des choses comme ça, on regarde rarement les lettres de motivation dans la mesure où déjà on reçoit tellement de CV que ça nous prend déjà pas mal de temps à passer à tout lire et à tout screener les CV. Donc, on n'a pas le temps de lire une lettre de motivation. Donc, c'est pour ça que les lettres de motivation, enfin, je pense que j'en ai fait trois, peut-être ou deux
sur toutes les candidatures que j'ai envoyées. Donc Barclays, bon, j'ai eu la chance d'être rappelé. Est-ce que c'est la lettre de motivation? Est-ce que c'est le CV? Mon ressenti, c'est que c'est plus le CV que la lettre de motivation. Après, je pense que la lettre de motivation ne fait pas de mal, mais c'est pas non plus, je pense, ce qui a été l'aspect différenciant de ma candidature. Parce qu'ils demandaient pas de lettre de motivation, du coup, pour De Groove, c'est ça? Juste le Non, CV? bah après, c'est ça le truc, c'est qu'aussi chez Degroof, ça faisait partie de ces entretiens dont je vous parlais, dont je te parlais, qui n'a pas été obtenu via un process de recrutement classique, c'est-à-dire il n'y avait pas d'offre, donc c'était vraiment juste du contact, du démarchage, et donc quand c'est comme ça, généralement, on envoie juste le CV. Ça, on en parlera après, de toute manière. Voilà. Mais du coup, si on reste sur la lettre de motivation, qui est assez longue quand même, justement, comment tu as fait pour l'organiser? Comment tu l'as créée, ta lettre de motivation? Tu peux nous en dire un peu Bah plus. là, pareil, je pense que j'étais pas reparti, je pense, d'un template qu'on nous avait donné, où on nous avait donné avec pas mal d'ateliers en école, des conseils sur comment structurer une lettre de motivation. Donc, je pense que tout d'abord, il faut montrer les motivations que l'on a pour le métier. Pourquoi est-ce que ce métier nous attire en particulier? Donc ça, c'est ce que j'ai fait dans mon premier paragraphe. Ensuite, le deuxième, il faut un peu parler de la boîte. Pourquoi est-ce que la boîte t'attire en particulier? Donc là, généralement, c'est bien de parler de certains dossiers que la boîte a fait. C'est bien de parler peut-être de personnes que tu as rencontrées lors d'un forum pour montrer que tu t'es déjà un peu intéressé à la société au préalable. Et dernièrement, après, là, je présente un peu plus mes expériences et donc ce qui ferait de moi un bon candidat. Et là-dessus, c'est bien de montrer certaines expériences et certaines qualités que tu auras acquis au cours de tes stages et de tes expériences, qui justement sont des qualités qui sont recherchées en tant que en banquier d'affaires. Donc c'est ce que je vous dis, c'est la rigueur, la curiosité, la persévérance. Ce sont des choses qui, en tant que banquier d'affaires, font de vous un bon banquier d'affaires. Donc c'est important dans votre lettre de motivation de bien faire ressortir ces qualités. Aussi le travail d'équipe, très très important. Et donc si vous arrivez à justifier cela avec des exemples pertinents et pas juste de dire ben ouais, je suis bon en travail d'équipe, la preuve, je joue dans un club de sport collectif et point final, bah ça ne montre rien. Donc, faut montrer des choses un peu plus pertinentes et un peu plus droit au but qui vraiment justifient cela, parce qu'il faut vous dire, parfois, votre lettre de motivation, vous n'aurez pas le temps de la justifier et la défendre auprès de quelqu'un. Donc, c'est juste quelqu'un qui la lit. Ça se trouve, peut-être quelqu'un l'a lu, il a lu une ligne ou un paragraphe et il s'est vraiment fait un avis sur ma candidature en lisant qu'un seul paragraphe. Parfois, ça peut être le cas. En plus, on voit vraiment que ta lettre de motivation, elle vient vraiment on peut le dire, parce que ça change un peu des lettres de motivation qu'on reçoit souvent des candidats qui sont classiques ou c'est pas suffisamment détaillé. Là, tu parles de tes expériences, tu expliques beaucoup de choses et on comprend la logique. Donc, elle est très bien. Tu l'as faite tout seul ou on t'a aidé? Ouais, bah, comme je disais, c'est que c'est avec, j'avais les grandes lignes, donc je savais ce que je voulais mettre, et après c'était en effet D'accord. c'était de l'adaptation après, parce que bah forcément, il faut quand même adapter en fonction de la boîte dans laquelle laquelle on postule, donc voilà. Et quel conseil, du coup, justement, quand tu dis qu'il faut adapter par rapport à la boîte, comment tu fais justement pour montrer ta motivation pour une boîte à travers ta lettre de motivation? Bah déjà, donc la partie sur se renseigner sur la boîte. Donc là, par exemple, j'avais parlé d'une opération qu'avait fait Barclays. J'avais vu qu'ils avaient gagné un prix. Je pense que ça, je le dis quelque part. Ouais, qu'ils ont eu le prix de meilleure banque d'investissement en 2019 au Royaume-Uni et en Europe de l'Ouest. Donc ça, je le dis, ça fait toujours, ça montre que tu t'es au moins renseigné un peu plus sur la banque. Tu peux parler du fait que tu as déjà échangé avec des gens au préalable et que cette personne t'a donné une envie parce que tu as donné un certain insight sur la structure. Donc, par exemple, chez Barclays, quelque chose que je trouvais très intéressant, c'était le fait que les équipes, donc ce que je fais moi maintenant en tant qu'au sein d'équipes intégrées, c'est que le M&A, le ECM et le DCM chez Barclays, c'est 3 équipes différentes, mais parfois il y a des dossiers où les équipes travaillent un peu ensemble. Et donc ça, j'avais trouvé ça assez intéressant. Et donc c'est quelque chose que je faisais ressortir dans ma lettre de motivation. Donc c'est un peu toute connaissance que vous aurez un peu de la boîte qui montre que vous êtes au moins renseigné et intéressé à la boîte. C'est très important.
Si vous dites juste, je suis intéressé par votre structure parce que vous faites beaucoup de dossiers, vous êtes très reconnu sur le marché, malheureusement, ça peut s'adapter à n'importe quelle société. Il faut se dire, est-ce que si ma lettre de motivation était envoyée à une autre banque, vraiment mot pour mot, si c'est le cas, c'est que votre lettre n'est pas assez personnelle pour la banque. Donc, il faut que vous l'adaptiez, que vous la rendrez plus personnelle, au point que si vous l'envoyez à une autre banque, l'autre banque se dirait, mais ça n'a rien à voir avec nous, il s'est gouré. Donc, c'est ça un peu, je pense, très important. Ok, exactement. Plus la lettre de motivation est quand même suffisamment personnalisée ou surtout raconte une histoire, ça c'est important, parce que toi tu racontes une histoire, plus c'est intéressant. Ça oui. Alors maintenant on va passer à la prochaine partie qui est du coup la recherche d'emploi. Donc là en fait Alexandre, je vais te demander de te replonger dans cette phase, il me semble que c'était en 2019. Quand tu te mettais à candidater, à chercher un emploi en banque d'affaires. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la façon, enfin, ta recherche de candidature et par exemple, quand tu as commencé à candidater, tu avais candidaté, tu me l'as dit, ça a 12 offres au total, c'est ça? Ouais, je pense. Non, c'est un ordre de grandeur, mais ouais, je pense entre 10 et 15, donc c'est pour ça, je pense 12, c'est un bon chiffre. D'accord. Et comment tu as fait, du coup, est-ce que tu candidatais en ligne uniquement ou tu as fait du networking parce que le networking est aussi très important que... Ouais, non, tout à fait. J'ai fait un peu des deux parce que à la fin, faut maximiser ses chances. Donc, j'ai regardé un peu tous les, toutes les offres qui étaient en ligne. Et dès que donc j'en voyais une qui m'intéressait, je postulais. Et après, pour les offres que je ne voyais pas qui étaient en ligne, à vrai dire, je me suis jamais renseigné, donc j'ai jamais networké auprès de grosses structures. C'est-à-dire que Rothschild et Barclays, qui sont les deux gros acteurs que je considère donc large, ce sont deux structures qui avaient des offres en ligne. Donc j'ai postulé. Après, les JP, les Morgan, peut-être ils cherchaient à ce moment-là, mais j'ai pas voulu me renseigner parce que c'était pas un intérêt que j'avais vraiment. Moi, je voulais vraiment me spécialiser sur du mid. Et donc, je me suis renseigné. Donc, j'ai networké pour des acteurs mid. Et là, du coup, c'était, oui, faire l'annuaire des anciens de son école, parler à droite et à gauche, voir si des gens étaient en stage dans une structure qui t'intéresse et leur demander s'ils ont encore des contacts, des choses comme ça. Et là, un conseil que je donnerais, parce que je trouve ça très vrai, étant maintenant receveur de pas mal de demandes de LinkedIn, s'il vous plaît, tout candidat, quand vous envoyez une demande de LinkedIn, envoyer un message, une note. Je sais que par exemple, Soraya, quand elle m'a demandé sur LinkedIn, elle m'a envoyé une note avec son invitation parce que à la fin de la journée, quand on reçoit notamment d'étudiants des invitations sur LinkedIn, on sait au fond ce qui les intéresse, c'est de prendre un call, de discuter avec nous, éventuellement passer leur CV, des choses comme ça. Sauf que dites-vous, on reçoit tellement de demandes et on est déjà très sollicité avec notre travail. Si vous ne prenez pas le temps d'écrire un message personnalisé qui fait 120 caractères, pourquoi est-ce que la personne de l'autre côté prendrait le temps de répondre à vos questions qui prennent généralement 15-20 minutes de leur temps? Donc, c'est pour ça, moi, quand je networkais, j'envoyais toujours un message en disant, écoute, j'ai vu que tu travailles là-bas, je suis à la recherche d'un emploi, ta structure m'intéresse beaucoup, est-ce qu'on peut discuter? C'est des messages bêtes, mais au moins la personne sait pourquoi tu le contactes et c'est pas juste, tu as voulu descendre toute la liste LinkedIn et les cliquer un par un pour te connecter avec eux. C'est au moins, c'était réfléchi et tu as au moins pris le temps de personnaliser un message en cette personne-là. Et aussi, bon, deuxième conseil, quand vous personnalisez un message, assurez-vous de relire votre message parce que nombre de fois, je me suis fait appeler Axel ou je ne sais pas quoi, ou un nom sur deux groupes Peter Camp, avec un P à la fin, des choses comme ça, c'était atroce. Donc, relisez-vous aussi un peu parce que ça, je pense, ça fait encore plus tâche que si vous envoyez pas de message. Donc, voilà, ça, c'est Oui, parce mes conseils. qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ajoutent et c'est tout, du coup. Juste, elles t'ajoutent et après, tu les acceptes, elles t'écrivent pas, quoi. Alors, non, non, alors souvent, c'est pour ça, c'est marrant. Au début, je les acceptais tous parce que j'étais pas très regardant là-dessus. Et après, beaucoup de gens que j'acceptais, il y en avait au moins 50%, si ce n'est plus, qui du coup m'envoyaient un premier message en me disant merci de m'avoir accepté. Je voulais te parler un peu plus de ton expérience chez De Groove, des choses comme ça. Et c'est pour ça, maintenant, je dis toute personne notamment étudiants souvent, tout étudiant qui m'envoie une demande d'ajout sur LinkedIn et qui me met pas un message personnalisé, maintenant, j'accepte pas. Parce que je considère que Ouais, je cette comprends. personne-là, je sais pourquoi elle me contacte et je vais pas prendre le temps de lui répondre à ses questions si elle ne m'envoie pas un message
pour me dire ce pourquoi elle veut me contacter parce que Ouais. si c'est 5 minutes de leur temps, je vois pas pourquoi j'en passerais moi 15 à 20 du mien à répondre à Bah leurs oui, questions. il faut arrêter les Ouais, candidatures en masse, là. Il faut ouais, c'est ça. cibler. Et OK. Et du coup, comment donc tu as trouvé l'offre de poste pour le poste d'analyste chez De Group? Tu l'as trouvé en ligne? Tu as postulé sur le Non, site? j'ai eu la chance, je faisais partie, je fais encore partie d'une équipe de foot de mon école des anciens. Et du coup, je discutais avec eux à l'époque et je leur disais que j'étais en train de chercher en banque d'affaires. Et du coup, une des personnes qui est directeur dans une banque m'avait dit qu'il avait un ami de promotion qui était chez Degroof Petercam. Et moi, Degroof Petercam, je m'étais quand même à l'époque un peu plus renseigné quand je cherchais les trucs. Je savais un peu mieux qui ils étaient, bon, pas aussi bien que maintenant, mais je savais un peu qui ils étaient. C'était une opportunité qui m'intéressait beaucoup. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, en effet, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux me mettre en contact ou me donner le nom de la personne? Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Et du coup, cette personne-là, je l'ai contacté, je lui ai donné mon CV et j'ai tout de suite été rappelé du coup pour un entretien avec cette même personne-là. D'accord. Tu as été appelé quelques jours après, c'est ça? Oui, je pense que c'était une bonne semaine, ouais. Ouais. D'accord. Et si tu entre le moment où tu as décidé de postuler, Hmm. c'est-à-dire, chez De Group, tu as envoyé ton CV et ta proposition d'embauche, ça a duré combien de temps? Ça a duré 1 mois et demi, je pense. Ouais, les process, quoi. OK, d'accord. Et donc oui, donc là, effectivement, la façon dont tu as eu l'entretien, c'est assez courant, hein. C'est par le réseau, quoi. C'est par le Hmm. réseau et c'est comme ça que ça se passe en règle générale. Ça Tout à rassure fait. toujours, en tout cas, les personnes qui recrutent, de connaître un peu, de connaître la personne, en fait, qui va venir passer l'entretien ou bien d'avoir quelqu'un qui connaît, en fait. Ouais, non, tout à fait. Et OK. Et donc, si donc tu m'avais dit donc là, pour la recherche d'emploi, donc on voit à peu près comment Alexandre s'est débrouillé. Donc c'était vraiment il a vraiment ciblé, en tout cas, il savait en tout cas que tu voulais faire du mid cap, tu avais passé aussi en large cap. Tu avais envoyé quand même, pas beaucoup de candidatures, mais tu as eu pas mal de retours parce que tout a été bien, en tout cas, ciblé. Oui, surtout que je dirais que le démarchage, après, il doit pas que être pour des structures où tu as déjà même dans les structures où tu as déjà postulé en ligne, tu peux quand même démarcher les gens et leur dire, eh ben, écoutez, j'ai pas eu de retour de votre part. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus où en est ma candidature, des choses comme ça. Donc, c'est très important aussi, parfois, d'être assez multicanal et de pouvoir à la fois faire en ligne, mais aussi de discuter en interne parce que quand vous transmettez votre CV, après, eux, ils peuvent après le relancer en interne et dire, oui, écoutez, ce CV m'est venu, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'il en est, et des choses comme ça. Donc ça vous fait un peu d'une certaine façon, ça vous permet de relancer la structure. Et moi, je sais qu'il y avait quelques entretiens où j'avais fait ça, j'avais postulé en ligne, mais j'avais jamais eu de retour. Et après, quand j'ai relancé par des contacts que j'avais obtenus en interne, après j'ai tout de suite été rappelé parce que parfois, on ne sait jamais ce que fait la personne qui reçoit vos CV, si c'est des opérationnels, ils peuvent être rentrés en réunion ou recevoir plein de mails en même temps et votre mail passe malheureusement à la trappe parce qu'il n'a pas le temps de le traiter et après il oublie. Et donc, malheureusement, dans notre métier, au bout d'une journée, s'il y a des mails qu'on a vus un moment mais qu'on n'est plus capable, qu'on l'a lu, qu'on le marque comme lu et qu'après on n'est pas capable de tout de suite faire un retour dessus et qu'on reçoit Ouais. plein d'autres mails et qu'on est dans plein d'autres présentations, ce mail du candidat qu'on a reçu, on l'oublie très vite, hein. Malheureusement, c'est un métier où on a tellement d'activités en continu à droite et à gauche qu'on n'a pas le temps de toujours se rappeler de ce que l'on faisait et de tous les mails qu'on reçoit de candidats. Moi, je vois parfois, je reçois des messages sur LinkedIn où je réponds pas parce que c'est pas par négligence, c'est juste parce que j'ai complètement oublié. J'ai vu le message à un moment donné, mais entre-temps, il s'est passé plein d'autres choses et j'oublie avec le temps parce que voilà, ça arrive, hein. Et vous recevez combien de candidatures, par exemple, pour une offre d'analyste? Si tu Alors ça, sais, je sais hein. pas. Ça, je sais pas parce que les candidatures d'analystes, on n'est pas dedans, nous les analystes, on n'est pas dans les process, donc je sais pas combien on en reçoit. Tout ce que je sais, c'est que quand j'ai postulé, on avait un poste à pourvoir et il y a eu 3 ou 4 personnes qui ont vu le CEO
à la fin. Donc, j'imagine qu'il y a eu plein d'autres candidatures d'ici là qui ont été écrémées au fur et à mesure, mais on était 4 au final dans le dernier tour pour rencontrer le PDG. D'accord. Ben, justement, on va en venir, hein. Ça, c'est un peu une introduction pour la partie d'après, parce que c'est maintenant que tu vas nous parler, du coup, de la préparation de ton entretien. Alors, ça, c'est les moments les plus stressants, en tout cas pour la majorité des candidats, quand ils reçoivent un appel d'une banque qui dit vous avez un entretien, ou autre, hein, mais là on parle de la banque d'affaires, vous avez un entretien dans quelques jours, donc le candidat est stressé. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, je me rappelle à l'époque, parce que moi aussi j'étais dans ce domaine-là à l'époque, enfin je postulais dans ces postes-là, j'avais un ami qui s'amusait en fait à se faire passer pour le recruteur de Goldman Sachs. Et du coup, un jour, il m'avait appelé en se faisant passer pour le recruteur. Du coup, il adorait faire ça juste pour stresser les gens, Les gens. voilà. Mais du coup, toi, quand tu as reçu l'appel, justement, tu as eu combien de jours pour préparer ton entretien? Très peu. Très peu. Je pense que j'ai dû avoir 3 jours. Et je pense que c'est pas. Alors, il y a 2 choses sur lesquelles j'insiste sur ça. C'est que de un, faut pas se préparer pour un entretien au moment où vous recevez l'appel. Il faut déjà être prêt parce que, en effet, les délais sont tellement courts que vous n'aurez pas le temps de tout revoir et de vous préparer à votre capacité maximale si vous n'avez pas déjà un peu préparé la préparation d'un entretien. Donc, si vous attendez d'être rappelé pour préparer un entretien, il est déjà un peu tard. C'est quelque chose qui est de continu parce comme il y a tellement de choses, vous serez jamais prêt à 100%, mais pour s'y rapprocher, c'est pas quelque chose que vous allez faire en 3 jours entre le moment où vous êtes rappelé et le moment où vous passez votre premier tour. Et ce pourquoi j'insiste qu'il est important de pas demander trop de temps et c'est pourquoi c'est très important de se préparer en amont de l'appel positif, c'est que vous êtes en process avec d'autres candidats. Le problème, c'est que ces autres candidats, ils ont peut-être pas le même calendrier que vous. C'est-à-dire qu'il y aura un candidat qui, lui, va vouloir un entretien dès le lendemain. Si vous vous dites, eh ben, attendez, moi, je veux 2 semaines, si le candidat qu'ils ont vu au bout d'un jour leur plaît bien, il va aller au deuxième tour. Et peut-être vous avez toujours pas passé votre premier tour. Lui, le deuxième, il sera passé au troisième. Ce qui fait que vous avez déjà du retard par rapport à ces autres candidats. Un retard qui, malheureusement, est pas toujours évident à rattraper. Donc, c'est pour ça, c'est très, très important de toujours, moi, je sais que j'étais toujours, dès que j'avais des différentes possibilités, parce qu'on vous propose toujours des disponibilités, on vous dit pas c'est tel jour, telle heure, on vous donnera toujours des plages horaires qui conviennent aux recruteurs. C'est toujours important, enfin, et moi, c'était ce que je faisais toujours le plus tôt possible parce que je préférais me dire, enfin, déjà, j'avais déjà un peu plus préparé mon entretien, j'étais un peu plus confiant quand même, mais je préférais me dire qu'il me voit en premier pour que comme ça, après, si ça se passe bien, je suis tout de suite rappelé et que je sois un peu plus en avance à des candidats qui peut-être n'avaient pas encore postulé ou qui avaient des premiers entretiens, mais dans très longtemps. Donc, c'est parce que assez vite, ils se rendent compte que s'ils ont un candidat, parce que bon, faut se dire, ils savent le candidat qui passe chez eux, il passe sûrement dans d'autres structures. Donc, ils savent eux aussi, ils ont tout intérêt à te faire passer vite et à te sécuriser en quelque sorte, parce que si eux, ils prennent trop de temps à te revenir, ils ouvrent la possibilité à ce que toi, tu ailles chez des concurrents. Donc, si tu es un très bon candidat, ils vont pas prendre le risque. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment c'est les intérêts de tous que ça aille vite, en quelque sorte. Après, c'est les agendas de chacun qui, malheureusement, sont incompressibles. Donc, faut faire avec. Et après, comme le disait Soraya au début, les process sont assez longs. C'est pour ça que entre le premier entretien et le moment où j'ai eu mon offre, il s'est écoulé autant de temps, donc 1 mois et demi. Ouais. Et alors justement, toi, j'imagine que tu étais déjà prêt pour ton entretien. Comment tu t'es préparé? C'est-à-dire, tu étais prêt, j'imagine, au niveau de la technique, parce qu'il y a pas mal de choses quand même à apprendre avant. Mais comment tu t'es préparé une fois qu'on t'a appelé? Tu étais chez toi, qu'est-ce que tu as fait concrètement, justement? Alors après, bon, j'étais pas prêt le jour de mon entretien. Comme je disais, on n'est jamais prêt à 100%. Il y a toujours des choses. Enfin, moi, il y avait des questions auxquelles je m'étais pas préparé parce que je pensais pas que ces questions existaient. À vrai dire, il y a toujours des questions où les personnes sur le métier connaissent des nuances et posent des questions auxquelles nous, en tant que candidats, on n'y pense pas parce qu'on n'est pas dans le métier au quotidien.
Après, pour préparer mon entretien, bah, il y avait aussi, c'est pour ça que je pense que c'est important de faire un peu des expériences un peu similaires parce qu'il y a ça qui aide, bien sûr, le métier, ce que l'on apprend, ce que l'on a fait au quotidien dans ces stages, ça nous aide, c'est la première source d'aide pour la préparation d'un entretien. Enfin, si vous savez déjà ce qu'on va vous demander, parce que je vous dis n'importe quoi, on vous demande de faire un bridge entre la valeur d'entreprise et la valeur des capitaux propres. Ben, vous savez le faire parce que vous l'avez déjà fait dans des stages passés. Donc ça, c'est une préparation où vous n'avez pas vraiment besoin de vous préparer parce que vous le savez l'ayant fait dans vos stages. Après, c'est vos cours. Moi, je sais que j'avais fait la spécialisation en corporate finance à l'ESCP, qui était très très bien, où j'avais pas mal de supports de cours, donc ça, je les avais utilisés. Et après, il y a de nos jours, sur Internet, il y a une Bible, il y a beaucoup d'éléments que l'on peut trouver, donc Wall Street Oasis, Breaking into Wall Street, des choses comme ça, donc très tournées plutôt. Après, faut pas tout prendre, faut prendre des choses plutôt ciblées, banque d'investissement, mais qui sont très très bien faits et qui vous donnent pas mal de billes pour préparer vos entretiens. Alors, si tu peux synthétiser juste en quelques points, quels étaient les éléments que tu as préparés pour ton entretien? Par exemple, Bah, en vrai, quand tu es en CDI, ce qui est bien, c'est de préparer enfin, après, bon, c'était mon cas, mais par exemple, j'avais travaillé, que ça soit chez Lincoln ou que ça soit chez Qualium, j'avais travaillé sur des deals qui s'étaient faits. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais essayé de retravailler ces deals-là, c'est-à-dire j'avais essayé de me remémorer, de faire des recherches sur l'industrie en question, les différents acteurs, des choses comme ça, les dynamiques du secteur, parce que je m'étais dit, si jamais on me pose des questions sur ces deals-là, ce serait bien de montrer que bah, je peux en reparler, je connaissais des choses un peu pertinentes, parce que à la fin de la journée, moi, je me rappelle, il y avait un des partenaires qui m'avait fait passer un entretien chez De Groove, qui m'a fait parler du secteur de la traduction, qui est le secteur dans lequel j'ai fait mon investissement quand j'étais chez Qualium, parce que c'était un secteur qu'il ne connaissait pas du tout. Et donc, il m'a dit, bah, c'est qui les principaux acteurs, c'est quoi les enjeux en ce moment, pourquoi c'est valorisé autant, enfin, c'était quoi le multiple, plein de questions comme ça. Et donc, ça, je dirais que c'était la première chose qui est très importante à préparer lorsque vous faites un entretien et que vous avez déjà fait des expériences passées dans le monde de la fusion-acquisition ou de l'investissement, c'est de repréparer un peu vos dossiers sur lesquels vous avez, enfin, que vous mettez dans votre CV, parce que ça peut être quelque chose qui est très, enfin, duquel vous allez pas mal discuter lors des entretiens. et ok. Donc, Et selon toi, enfin, quels sont les arguments? C'est-à-dire, tu as préparé, si je comprends bien, les deals sur lesquels tu avais travaillé avant. Mais sinon, souvent, ce qu'on doit faire, en tout cas pour l'entretien, c'est préparer quelques histoires qui prouvent ta motivation. Toi, par exemple, s'il y avait selon toi, c'était quoi tes forces, les 3 points qui étaient les plus importants et que tu as mis en avant? alors après, c'est vraiment, enfin, je dirais que c'est des choses donc, qui me sont propres et que je pense pas que c'est les trois choses qu'il faut essayer de répliquer à tous les entretiens. Enfin, pour d'autres candidats, faut pas essayer de se trouver les mêmes forces que ce que je vais vous dire parce que c'est propre à chaque candidat. Je pense que c'est important de montrer que vous êtes capable de rebondir et d'apprendre de vos erreurs. Personnellement, j'ai connu pas mal d'échecs. Enfin, j'ai fait 3 années de prépa. J'ai échoué dans mes examens pour intégrer des universités anglaises, des choses comme ça. Donc j'ai eu plein d'échecs au cours qui m'ont amené là aujourd'hui, mais ça montre que bah, j'ai toujours su rebondir de ces échecs-là. Et euh, ça ne m'a pas démotivé en quelque sorte. J'étais toujours confiant de mes capacités et ce que je ne savais pas, j'étais capable du coup d'apprendre pour revenir encore meilleur. Donc ça, je pense que c'était quelque chose qui était important. Après, comme je disais, c'est l'esprit d'équipe, donc montrer des expériences dans lesquelles je démontrais une forte capacité à la fois être leader sur certaines choses, mais aussi c'est bien de pas toujours être leader parce que bah, vous êtes analyste, donc il faut aussi montrer que vous arrivez à suivre des directives. Donc ça, faut pas non plus se dire c'est pas parce que vous n'êtes pas leader que vous n'allez pas réussir dans ce métier. Non, enfin on commence pas à tout de suite diriger des équipes. Vous êtes plutôt celui qui est dirigé que vous dirigez des gens. Donc c'est pour ça l'esprit d'équipe, c'est pas que de dire que vous êtes team leader, c'est de montrer que vous êtes capable d'écouter les gens, les critiques, de rebondir dessus, d'être constructif dans les débats. Ça c'est montrer des choses, des vraies qualités pour des vrais exemples pertinents pour la qualité d'esprit d'équipe.
Et après, c'est oui, la rigueur, la persévérance. Bon, moi, j'avais utilisé la persévérance, le fait que j'ai toujours envie de donner le meilleur de moi à chaque fois. Donc, c'est plein de qualités comme ça qui, au final, vous l'alimentez avec au travers de vos expériences professionnelles, personnelles, pour qui permet de pas de faire de vous un bon candidat, un super bon candidat, mais juste un candidat différent, un candidat qui pourrait apporter quelque chose à la boîte. Au final, on cherche pas, c'est pour ça, moi ça m'a toujours, je sais pas si c'est un mythe ou pas, mais on dit souvent que les banques d'investissement en Angleterre, notamment pour les summers, ils recrutent pas des gens qui sortent de finance. Parfois ils recrutent des gens qui ont fait des facs dans l'histoire, dans la géopolitique, dans l'architecture. Et pourquoi ils recrutent ces candidats-là? C'est parce qu'ils se rendent compte que ces gens-là ont développé des qualités innées, personnelles, qui sont adaptées au milieu de la finance et qui sont adaptées au métier du M&A. Donc, c'est pas un profil parfait type qui recherche un profil intéressant qui démontre certaines qualités nécessaires pour réussir, mais c'est pas quelqu'un qui a fait que de la finance depuis qu'il a 5 ans. Ça, c'est pas un candidat type, c'est quelqu'un qui sait plutôt réfléchir de soi-même. Alors, ça, ce dont tu parles, c'est un point très intéressant. Mais effectivement, les recrutements en Angleterre sont complètement différents. Ils recrutent des personnes sur leurs soft skills. Par contre, c'est pas le cas en France, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein. Par exemple, je t'ai dit une personne qui n'a pas d'expérience dans ce domaine et qui veut y aller. Tu lui as dit, bah, il faut qu'elle fasse un stage. Il faut qu'elle fasse un stage. Non, tout à fait. Parce que Non. quelqu'un qui, tu vois, c'est la seule possibilité au final. Alors, je suis d'accord. Alors, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'en effet, entre un candidat qui a fait de la finance d'entreprise et un candidat qui a fait du marketing, bah, en entretien, on va rappeler la personne qui a fait de la finance d'entreprise. En revanche, si on se rend compte que tu as quelqu'un qui sort de Morgan Stanley et qui a fait un stage en fonds, et une autre personne qui a fait un stage en M&A, mais dans un truc big cap, si on se rend compte que humainement, on est plus en symbiose et on s'entend beaucoup plus et on sent que la personne ayant fait du mid-cap est quelqu'un avec qui tu t'identifies plus et qui pourrait être intégré rapidement et de bonne façon avec l'équipe au sein de ta structure, donc nous, dans notre cas de groupe Petercam, bah, cette personne va quand même être privilégiée parce qu'il a des soft skills qui correspondent plus à la culture de la société. C'est pas Donc voilà, c'est là où les soft skills rentrent en compte et sont très importants. C'est qu'en effet, il est important de montrer qu'on a une pertinence de son CV et de venir du milieu si vous voulez déjà passer la porte et passer le screening en quelque sorte. Mais après, je pense qu'en entretien, moi je sais qu'en entretien, j'ai pas répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Et encore Dieu merci, sinon je pense que j'aurais été recruté nulle part. Il y avait toujours une question à laquelle tu n'as pas la réponse. Mais après, il faut montrer que cette question-là ne fait pas de toi un mauvais candidat, ça fait un candidat de toi qui a encore des choses à apprendre et qui va chercher à apprendre et qui n'a pas peur de reconnaître qu'il ne sait pas, mais qu'après, derrière, il va chercher et il saura la prochaine fois que tu lui demanderas. Voilà, ok. Non, mais c'est vrai, ça aussi, c'est très, très important. Il faut pas chercher à être parfait pendant l'entretien. C'est pas il faut vraiment juste montrer qu'on est son profil en adéquation avec le poste et qu'on a quand même un intérêt aussi pour le poste. Mais justement, on va passer à cette partie-là. Donc là, tu en as parlé de comment tu t'es préparé à l'entretien. Maintenant, tu vas nous parler un peu plus de tes entretiens, du coup, chez De Groef Petercam. Alors, attention, comme on l'a dit, Alexandre nous parle de ses expériences, hein, c'est-à-dire comment ça s'est passé. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais du coup, combien de tours d'entretien tu as eu au total? J'en ai eu 4. 4 tours d'entretien, y compris le dernier tour avec le PDG. D'accord, 4 entretiens. Alors, 4 entretiens, est-ce que c'était, parce qu'en général, c'est souvent comme ça, le premier tour, c'est de la motivation, après, c'est technique, est-ce que comment ça c'est quoi les thématiques? Oui, non, c'est vrai que après il y en a certains qui commencent. Je vois par exemple chez DC Advisory, on a commencé directement dans du technique, c'est-à-dire ils te donnent un cas tout de suite à faire. Donc ça dépend vraiment des structures. Il y a des structures où le technique s'intègre avec le fit tout au long des process, c'est-à-dire qu'il y aura
les gens vont te poser à la fois des questions techniques et des questions de fit pendant les entretiens. Mais c'est vrai qu'il il est un peu plus courant que dans les premiers tours, ça soit plutôt de la motivation et du fit dans des structures plus petites, notamment. Mais après, moi, je vois Barclays, par exemple, c'était du technique tout au long du process. C'était que du technique. Donc, c'est vraiment, ça dépend. Et justement, quelles étaient les questions qui revenaient souvent lors de tes entretiens, ces 4 entretiens? Alors, des questions, je pourrais plus m'en rappeler. Après, il y avait toujours des thèmes classiques, c'est-à-dire de la comptabilité, de la consolidation de filiales. Vous avez des sujets de valorisation d'entreprise, donc les techniques, les bridges. Donc, comme je disais au tout début, pour passer de la valeur d'entreprise à la valeur des capitaux propres. Après, vous avez beaucoup d'éléments sur, par exemple, moi, c'était des questions sur, comme je vous disais au début, des différents dossiers que j'avais traités au sein de mes structures passées. Donc, ça aussi, c'était des questions qui revenaient souvent. Et après, c'était des questions, parfois, ça pouvait être des brain teasers, il y avait de tout. D'accord, ouais. Oui, c'est assez classique, bien sûr. Est-ce que l'anglais est aussi important? Est-ce que vous testez l'anglais des personnes, des candidats? Parce que je ne sais pas si vous faites des deals internationaux. Alors, je dirais que moi, j'ai eu la chance de vivre pendant 17 ans en Angleterre, ce qui fait que assez souvent, les gens, quand ils voyaient ça sur mon CV, ils voulaient pas tester l'anglais parce qu'ils savaient qu'ils seraient plus ridicules que moi en anglais. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais été testé sur mon niveau d'anglais à ce niveau-là en entretien. D'accord, ok. Mais du coup, l'anglais, c'est quand même important parce que vous travaillez en anglais. Oui, alors ça, chez Degroof Petercam, oui. C'est pas aussi présent que dans d'autres structures, mais on travaille quand même, on a quand même quelques dossiers, oui, qui sont en anglais assez régulièrement. Ok. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va parler de chaque tour d'entretien. Bon, après, ça fait longtemps, donc tu vas nous parler de ce dont tu te rappelles, hein, bien sûr. Quand tu as fait ton premier tour d'entretien, justement, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est déroulé? Premier tour, relativement simple. Pour moi, c'était beaucoup de questions qui étaient plutôt classiques, c'est-à-dire un peu ça, m'assurer que je connaissais les bases de la finance. Et après, c'était surtout beaucoup de questions de motivation, est-ce que j'avais... Ça, c'est très important dans les premiers entretiens, c'est montrer que tu connais bien la boîte, que tu as fait tes recherches sur la boîte. Donc ça, c'était aussi un premier tour. Mais ça permettait aussi parfois à la personne que tu voyais, s'il sentait que tu étais un bon candidat, il pouvait aussi t'aiguiser, te dire... non, c'est plus comme ça, la structure, c'est plus ce type de métier que l'on fait parce que en interne, les gens connaissent mieux que toi. Donc voilà, donc c'était un premier tour relativement plutôt classique où on parlait de mes motivations, de mon parcours en quelque sorte et de ce qui m'amène à rejoindre Degroof. D'accord, ok. Et après, du coup, donc quand tu as terminé cet entretien, pardon, on t'a appelé au bout de combien de temps pour le deuxième tour? En général, c'est une semaine. Ouais. Il me semble, faudrait que je regarde, mais je pense que c'était moi en plus qui les avait relancés. Ça, c'est pas quelque chose. C'est quelque chose que parfois j'encourage, mais il ne faut pas non plus envoyer des messages au bout de 2 jours. Mais quand ça fait une semaine, ça peut être bien par le candidat d'envoyer un message parce que ça montre que tu es motivé et toi, ça te permet de te fixer, de savoir si tu peux être si tu seras rappelé ou pas. Et j'allais dire, en une semaine, ça leur laisse eux le temps de faire un retour et tout ça, parce qu'il faut se dire qu'ils doivent se concerter en interne et voir un peu aussi tous les autres candidats, surtout s'ils veulent en voir, si au début ils en voient 5 et qu'après ils veulent en voir que 2, il faut qu'ils débattent sur qui sont les 3 qu'ils vont faire partir du process. Donc c'est pour ça aussi, ça prend un peu plus de temps. Donc une semaine, généralement, c'est un bon timing. Et du coup, après, donc, quand tu as été appelé au deuxième tour, tu devais être très content et tout. Et comment s'est passé, du coup, le deuxième tour d'entretien? Deuxième tour était un peu plus technique. Là, c'est vraiment on rentrait en profondeur dans chacun des points que j'avais vus précédemment et que j'avais discuté avec les personnes parce que bon, parfois ils peuvent juste parfois ils peuvent vous poser un peu des questions assez similaires, mais à rentrer un peu plus en profondeur parce qu'on leur a dit, écoute, ça, il semble maîtriser en surface, mais creuse tel ou tel point. Donc après, les gens vont justement creuser ces points-là quand ils sentent que vous êtes un peu fragile. Donc moi, ça a été le cas sur certains points. Donc ils ont creusé certains points
voilà. Et après, toujours des questions aussi, parce qu'il faut que les personnes qui vous voient apprennent à vous connaître. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient aussi posé quelques questions sur le parcours, qu'est-ce qui m'amène à être là aujourd'hui. D'accord. Donc, quand tu dis ils ont creusé des points, c'est des points techniques, c'est ça? Et c'était quel point à part le bridge, les méthodes de Je valorisation? pouvais pas, moi, je sais que j'avais le bridge parce que c'était un point que j'avais pas très très bien maîtrisé, donc ça me marquait forcément, mais je pouvais plus vous donner exactement le point exact à l'époque. D'accord, ok. Ok. Donc, oui, c'est là, le deuxième tour, en général, c'est pour creuser un peu plus tes bases Mm. en finance. Mais à Ouais. part qu'ils ne demandent pas quand même un niveau assez supérieur, vu que c'est un poste d'analyse. Donc, ça Mm. reste quand même. Et ensuite, le troisième tour d'entretien, ça consistait en quoi? Est-ce que c'était de voir un collègue, un autre collaborateur, ou bien c'était le même type d'entretien avec une autre personne, ou c'était quoi? Alors, bah après, à chaque entretien, après, vous montez un peu dans les échelons. Donc, le troisième entretien, c'était avec que des partenaires. Et donc, les partenaires, c'était beaucoup plus, ils se disaient, bon, les personnes avant moi ont déjà checké tout ce qui est technique. Donc, je pense qu'il est technique. Maintenant, j'ai envie de savoir un peu plus cette personne-là. Est-ce que je le vois travailler avec moi sur mes dossiers? Donc, là, c'était beaucoup plus des questions, essayer de savoir un peu comment je gérais mes dossiers, comment je travaillais, comment j'étais au sein d'une équipe. Donc, c'était beaucoup plus des mises en situation, essayer de parler de mes expériences professionnelles. Donc, voilà, comme je disais, il y a un partenaire qui voulait se renseigner un peu plus sur le secteur de la traduction. Donc, c'était montrer que aussi j'avais une certaine pertinence et que j'arrivais à apporter, que j'avais une analyse assez critique de certains dossiers. Donc voilà, après il y avait aussi des personnes qui vous posaient des questions un peu plus en mode bah, qu'est-ce que vous faites là, pourquoi nous, des choses comme ça. Donc ça c'est des questions plutôt fit auxquelles bah, on se prépare forcément. Donc ça c'était plutôt le troisième entretien. Donc, c'était ah oui, c'était un secteur, c'est ça? Ils t'ont demandé de parler un peu plus du secteur de la traduction? Oui, oui, des services de traduction parce que c'était le secteur dans lequel j'avais fait une acquisition, enfin dans lequel j'avais aidé Qualium Investissement, le stage où j'avais fait du PE à Ah, faire, où j'avais investi, on avait investi dedans. Donc c'était Accolade à l'époque, le nom de la société. Enfin, elle s'appelle encore Accolade. Et donc c'est pour ça ils étaient juste curieux et donc ils voulaient en savoir un peu plus sur la société et son industrie. oui, ben oui, toujours tes expériences passées, bien sûr. Et du Mm. coup, le dernier tour d'entretien, c'était avec le CEO, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, c'était, j'imagine, que du fit au final, Oui, non? que lui. Ok, d'accord. Et alors, justement, donc quand tu as fini donc, tous ces entretiens, on t'a fait une proposition d'embauche. Désolé. Oui, oui, parce alors là, on a du mal à t'entendre. Ouais, désolé, c'est de mon côté. Ah oui, voilà, Désolé. pas de problème. Et du coup, tu as eu une proposition d'embauche au bout de combien de temps? Bah, du coup, après mon premier, Après le enfin, dernier tour. après le dernier tour, j'en ai eu après 2 semaines. D'accord, 2 semaines. Ouais. Alors, quels conseils tu pourrais donner à des candidats qui potentiellement voilà, ont été intéressés par ce que tu as dit et veulent préparer leurs entretiens pour deux groupes? Bon, après, je pense que c'est tous les conseils que j'ai donnés tout au long de ce live. Donc, c'est que, Pour bah, l'entretien, hein, cette fois-ci. ouais. Ouais. Non, non, mais bah, pour passer les entretiens, c'est ce que je disais, c'est essayer de se rafraîchir la mémoire sur les dossiers sur lesquels ils ont travaillé, essayer de travailler avec ses cours, regarder en ligne sur les différents sites. Donc, et voilà. Et après, c'est ne pas non plus, faut pas non plus se mettre trop la pression en entrant à chaque entretien, de se dire, faut que je réussisse toutes les questions, faut que je réussisse toutes les questions, parce que c'est vraiment un coup à faire des erreurs bêtes. Je sais que moi-même, j'en ai fait pas mal, ou maintenant, avec le recul, je me dis, mais pourquoi j'ai répondu ça à cette question? C'était une erreur. Mais parce que je pense que je mettais trop la pression au début en rentrant dans l'entretien en me disant, attends, je suis pas prêt à 100%, je suis pas prêt à 100%. Et bon, je vais rassurer tous les candidats qui nous écoutent, c'est qu'on ne l'est jamais. Donc, mais ça ne fait pas de vous un mauvais candidat. Ça fait juste de vous un candidat qui a encore plein de choses à apprendre et qui va sûrement découvrir. Même aujourd'hui, on en découvre en tant qu'analyste et ça fait 2 ans qu'on a passé les entretiens. Donc,
il n'y a pas de honte à avoir de se dire je sais pas tout quoi. C'est vrai qu'on a cette tendance à être très scolaire, à se dire bah moi si c'est pas le 20 sur 20 c'est que j'ai raté quelque chose. Bah non, c'est pas forcément le cas. Vous pourrez jamais avoir le 20 sur 20 partout. Il y aura des fois où il faudra accepter que vous savez pas tout parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus sachant que vous, mais ça vous permet de vous grandir et d'apprendre sur cela. Exactement. C'est ça en fait, c'est que souvent en tout cas, moi je vois que les candidats, le problème c'est qu'ils sont très stressés pendant l'entretien. Ils ont l'impression que c'est un contrôle, un examen, et du coup ils veulent tout savoir et du coup ils perdent en naturel. Et ça, en fait, ce qui compte c'est vraiment d'être mature en fait quand tu passes un entretien, vraiment d'expliquer pourquoi tu veux faire ça, mais pas de façon scolaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez malheureux, mais quand on fait des recherches sur les entretiens en banque d'affaires, on te donne des réponses toutes faites pour répondre aux questions. Et ça, je suis pas sûre que ça soit vraiment intéressant, parce que ça sent que le candidat est encore immature, en fait. Ok, donc on va passer maintenant à la dernière phase donc, de l'entretien. Donc c'est maintenant ton expérience au sein de cette banque d'affaires chez De Groef Petercam. De Groef Petercam. Petercam, voilà. Alors, finalement, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire, enfin, est-ce que tu es satisfait de ton expérience? Est-ce que vraiment ça a répondu à tes attentes? Comment tu te sens au sein de cette banque où tu y es depuis 2 ans? Ouais, non, mais en vrai, je le regrette pas du tout. J'ai très vite, j'ai été très très bien accueilli par toutes les équipes. Très vite exposé, c'était exactement ce que je cherchais. Surtout que je suis arrivé juste avant le Covid, donc 2 mois avant le Covid, le début du premier Covid, donc c'était pas une période qui était très facile. J'avais beaucoup de mes amis qui me disaient qu'ils avaient eu leur période d'essai arrêtée et tout ça. Moi, la structure vraiment a misé sur moi, m'a vraiment a placé une énorme confiance sur moi. Et c'est une structure où maintenant je me sens très épanoui, à vrai dire, sur un point de vue professionnel, parce que comme je disais, c'est que de un, je me sens hyper responsabilisé, je fais des choses, je discute avec des CEO de boîtes qui font pas mal de centaines de millions de chiffres d'affaires et sans aucun problème, parce je sais on m'a donné une certaine confiance et on m'a donné une certaine formation qui me permet d'être aujourd'hui présent devant ces gens-là en connaissance de cause et en sachant que je mérite cette place et que j'ai la confiance du management derrière moi. Donc ça, c'est toujours très, très important et c'est toujours gratifiant en quelque sorte. Et en plus, continuellement, j'apprends tous les jours j'ai des nouveaux dossiers. Là, j'ai fait déjà des opérations de dette. Je suis en train de travailler sur des introductions en bourse, des choses que je n'avais pas faites auparavant. Je suis en train de travailler là sur un retrait de cote. C'est des choses que je ne savais pas du tout faire en arrivant chez De Groef et que je suis en train de découvrir au fur et à mesure. Et tous les jours, j'ai une nouvelle opération, j'ai l'impression à découvrir. Et c'est quelque chose que j'adore parce que et ça, je pense, c'est ce que j'adore avec la banque d'investissement, c'est que quand j'ai des candidats, parfois ils me demandent, bah, c'est quoi ta journée type? Et moi, je déteste cette question parce que je trouve que si tu poses cette question à une personne en banque d'investissement, c'est que tu n'as pas compris la banque d'investissement. Parce que la beauté de la banque d'investissement, c'est qu'il n'y a pas de journée type. Tu peux travailler un jour sur un dossier, l'autre jour, tu travailleras sur un autre dossier. Enfin, moi, personnellement, je travaille sur 10 dossiers en même temps. Donc, t'as pas de journée type. Enfin, à la limite, si les gens veulent savoir c'est quoi ma journée type, c'est que je réponds aux besoins du client. Ça, c'est vrai, c'est bateau, mais c'est ce que je fais de mon quotidien. Mais c'est à chaque fois, on a des opérations différentes, on a des demandes différentes sur ces dossiers-là. Et ça, c'est ce que j'adore, c'est qu'il y a c'est toujours du nouveau, c'est toujours des industries nouvelles, des dynamiques nouvelles, des problématiques nouvelles qu'on cherche à résoudre. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter, ça c'est sûr. Et enfin, on a une équipe ici chez De Groef très jeune, très dynamique, avec qui on s'entend très très bien, et aussi une équipe de seniors qui est très à l'écoute, qui te protège quand il le faut, et qui te responsabilise et qui te fait confiance quand il le faut. Et donc ça, c'est hyper gratifiant et ça monte jusqu'à très haut. Donc ça, à ce niveau-là, j'ai aucun reproche et je recommande la structure à n'importe qui. Et alors, dans tous les métiers, il y a des avantages et des inconvénients, forcément. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans ton métier et qu'est-ce que tu aimes le moins?
Parce qu'il y a toujours les deux côtés et c'est normal. Il faut bien que ça balance. Hein. Oui, bah après, je pense que ce que j'apprécie énormément avec le métier, c'est ce que je disais au début, c'est d'être très responsabilisé, de toujours apprendre au quotidien, de travailler avec une équipe expérimentée qui t'apprend beaucoup et qui est aussi très agréable avec qui travailler. C'est un plaisir. Après, les inconvénients, je pense que ce sont pas des inconvénients qui sont c'est pas des inconvénients de groupe, c'est des inconvénients de la banque d'investissement qui est et le restera toujours, c'est les horaires. C'est sûr que c'est pas évident de travailler dans ce métier-là, euh, surtout quand tu commences très jeune et d'arriver à pallier ça avec la vie personnelle. C'est quelque chose, c'est des sacrifices parfois qu'il faut faire. Après, je vois très bien, c'est des sacrifices qui, avec le temps, tu arrives à t'en fais un peu moins. Moi, je sais que par exemple, j'ai réussi à obtenir auprès de toutes mes équipes, enfin tous les lundis soirs, je joue au tennis à partir de 19h et parce que les équipes savent que même si j'ai du travail, bah il y a pas de souci, je ferai le travail en revenant de mon tennis, mais ils savent que c'est important de me donner cette petite période qui moi me permet de faire du sport et de me défouler. Et ça, c'est quelque chose qui est apprécié et qui est toléré chez De Groove. Et donc, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir cette structure qui accepte et qui comprend que tu as parfois besoin de ces moments en pleine semaine d'avoir un certain un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Et c'est vrai que c'est ce qui te permet, toi, de durer plus longtemps dans le métier. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de travailler jusqu'à 2, 3 heures parfois, alors que tu as juste envie de rentrer ou aller boire une bière avec des verres, enfin un verre avec des amis. Donc ça, je dirais que ça, malheureusement, c'est un des inconvénients, on va dire, de la banque d'investissement, pas de groupe, peut-être quand même de la banque d'investissement, sachant que en large, c'est encore pire parce que c'est parfois les week-ends, ils y passent. Bon, chez De Groove, on a certains week-ends qui y passent également, mais bon, bien moins. Mais bon, ça, c'est un inconvénient qui est commun à toutes les banques. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient que je vois à même chez De Groove Petercam à proprement parler. C'est une structure dans laquelle je me sens très très bien. Donc pour moi, il y a pas de Mm. raison de trouver Et, d'inconvénients à date. et tu peux effectivement vouloir boire des bières avec des verres plutôt qu'avec des amis aussi. Oui, Et tout tu peux seul. Hein. aussi. C'est pas Tu grave, peux on va pas aussi. se. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui est difficile dans ton métier? Alors, pourquoi je pose cette question? Parce que souvent, les jeunes diplômés ont du mal à avoir une vision des missions qu'ils vont vraiment effectuer une fois qu'ils travaillent en banque d'affaires. Maintenant, est-ce que tu peux me dire c'est-à-dire que toi, quand tu as démarré, quelles étaient les choses qui étaient assez complexes au début, mais des choses assez précises, ça peut être la construction de modélisation financière ou l'introduction en bourse Hmm. ou autre, ou qui ont été compliquées pour toi et tu t'es amélioré au fur et à mesure. Bah, oui, je pense que déjà, la modélisation, faire des choses simples, ça peut paraître bête, mais c'est pas toujours le plus évident. Parce que parfois dans sa tête, ça nous paraît simple, mais quand quelqu'un vous relie, c'est trop compliqué. Donc c'est vrai que la modélisation, c'était quelque chose où avec le temps, à force d'en faire, on va plus vite et on s'améliore. Euh, je pense que aussi un élément que je vois a été beaucoup plus, et ça c'est à force de le faire, c'est que par exemple j'avais parfois des dossiers où au début on me disait bah écoute Alexandre, il faudra qu'on fasse un pitch ou un mémo par exemple. Bah, là c'est un exemple très récent en plus où on m'a dit écoute Alexandre, il faut qu'on fasse un mémo. Bah, moi il y a 2 ans quand j'arrivais moi à faire un mémo, je n'avais pas trop d'idées sur par où commencer. Enfin, c'était quelqu'un d'autre qui me disait, ben voilà ce qu'on va faire dans le mémo, toutes les slides qu'on va faire, et toi, Alexandre, je te mets en charge de cela. Donc, j'étais pas dans la conception des supports. Là, il y a quelques mois, enfin, il y a un mois, tout juste, on m'a dit, ben écoute, Alexandre, faut que tu fasses un mémo. Et ben, j'étais là, j'étais, OK, je vais concevoir le mémo. Qu'est-ce que je mettrai? Quelles sont les idées, les messages clés que j'aimerais faire ressortir? Et donc, ça, c'est des choses où, justement, à force d'en faire et d'être exposé, ça vous permet de gagner en confiance en soi et en capacité pour justement après prendre quelques responsabilités qui, au début, quand vous arrivez, vous vous dites, je saurais pas faire du tout. Mais c'est vrai que après, vous le faites une fois, vous le faites 2 fois et c'est comme ça que ça devient de plus en plus facile. D'accord, ok. Et du coup, quelle est la particularité de Groupe par rapport aux autres banques?
Parce que la question, c'est voilà, pourquoi De Groove, pourquoi des candidats devraient rejoindre De Groove? Quelle est sa spécificité, mis à part qu'ils sont spécialisés en mid-cap? Alors, la particularité de Groove, c'est qu'on est l'une des seules banques mid-cap, il n'y en a que deux sur le marché français, qui est intégrée sur toute la sphère des activités financières, c'est-à-dire M&A, ECM, DCM. On est les seuls. Enfin, il y en a deux. Donc ça déjà c'est une énorme particularité. Après, moi ce que je retrouve particulièrement vrai chez De Groove, c'est l'esprit d'équipe. Je trouve, enfin, et pour en avoir fait quelques structures et avoir des amis dans d'autres structures, j'ai rarement vu une équipe aussi soudée de juniors où on se voit régulièrement en dehors du travail pour vivre, enfin faire autre chose que juste du travail. Donc, on se retrouve chez les uns, chez les autres, on fait des pétanques quand il fait beau, enfin, on fait des activités autres que juste le travail. Donc ça, je trouve, ça, c'était quelque chose qui n'est pas toujours présent partout, mais qui permet justement de créer des équipes très soudées et de mieux, et d'aller, et de travailler dans un endroit et dans une atmosphère agréable. Et après, qu'est-ce qui fait la particularité? Après, il y a en effet le fait, mais après ça c'est vrai de pas mal de structures, mais encore plus de groupes, c'est qu'on a donc en effet une équipe, une salle de marché en Belgique, donc on travaille beaucoup aussi avec nos équipes belges qui eux font plus du placement sur les marchés que nous, donc ça nous permet aussi d'avoir cette connexion et ce contact avec les gens de marché qui te permet en plus de découvrir encore un peu plus en profondeur certains métiers, notamment de l'ECM et de la banque et de la finance de marché à proprement parler. Donc voilà, après, on a plein d'autres atouts qui sont notre excellence sur certains métiers, notamment les métiers de dette, on est très très bon. On fait partie d'un réseau international de plus de 40 pays, ce qui nous permet de travailler. Enfin là, en ce moment, je travaille avec des Allemands et des Portugais sur des dossiers complètement différents. Donc ça, c'est toujours très et aussi des Américains. Donc c'est toujours très enrichissant de pouvoir échanger au quotidien avec des personnes de géographie assez différentes. Donc voilà, après ça c'est des choses qui sont un peu plus, on va dire, communes aux autres structures. Donc vraiment pour moi la principale différence avec De Groove, c'est vraiment le côté multimétier. Ça c'est indéniable et c'est un énorme atout. Et toute personne qui passe par nous, que ce soit stagiaire ou même des anciens collaborateurs, c'est ce qui ressort de Groove et même auprès de recruteurs et après d'autres personnes en fond, moi ils m'ont toujours dit, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Euh, de Groove ce que vous faites parce que vous êtes capable de faire de la dette comme vous faites du M&A et donc ça vous donne un profil un peu plus complet que d'autres personnes qui ne font que du M&A par exemple. C'est ça. Ah bah ça, c'est vrai que c'est pas mal, hein, en plus d'avoir plusieurs missions différentes. Et quels sont selon toi, enfin en tout cas moi, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que vraiment chaque banque, chaque entreprise a vraiment ses process et souvent les personnes qu'elles recrutent ont des qualités, voilà, elles pas ont les mêmes qualités, mais on comprend pourquoi elles travaillent au sein de la même organisation. Donc, selon toi, si tu pouvais faire un petit résumé, nous dire quelles sont les qualités qu'il faut vraiment avoir pour travailler au sein de ta banque. Alors, au sein de ma banque, il y en a, enfin, j'allais dire la capacité à prendre des responsabilités et à être persévérant au quotidien. Ça, pour moi, c'est quelque chose parce que, comme je disais, c'est que vu qu'on est très très vite exposé, on va très vite nous demander des choses un peu plus conséquentes en termes de responsabilité. Donc, faut montrer un certain leadership et une capacité à endosser cette pression-là, parce que c'est pas toujours évident de diriger l'école auprès de grands dirigeants de structures et tout. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pas, si c'est pas inné, ça peut se développer, mais c'est déjà bien si ça s'aperçoit chez des candidats. Mais après, à vrai dire, je pense qu'on a une équipe, donc oui, qui est capable de prendre des initiatives et de prendre des responsabilités le moment venu. On a aussi une équipe qui est capable de tenir le rythme que demande la banque d'investissement, tout en ayant aussi une équipe qui est capable de décompresser quand il faut décompresser. Moi, je me rappelle dans notre prépa où j'avais fait donc à Saint-Jean, on avait
un peu une devise qui était pas de demi-travail, pas de demi-repos. Et bon, ça, je trouve ça vrai. Bon, dans la banque d'investissement en général, certes, mais en particulier très vrai chez De Groove, c'est que euh, quand il faut travailler, il faut travailler. Et quand il faut se détendre, ben, on se détend. On prend parfois des soirées chez les uns, chez les autres. On fait des séminaires. On essaie de vraiment créer des liens extra-professionnels avec tous les collaborateurs parce que c'est très, très important. Mais après, quand il faut le lendemain matin se présenter au travail, on est tous là parce que voilà, on arrive à faire la part des choses. Bien sûr, bien, ça c'est sûr. Et comment tu définirais, alors tu as un peu répondu, hein, c'est vrai avant, mais comment tu définirais la culture du travail chez De Groupe PTC? Bon, je pense Enfin, que c'est chez juste Groupe la méritocratie. En Partenaires. vrai, c'est la seule qui me vient à l'esprit là tout de suite. C'est vraiment si tu vois que tu es compétent et que tu peux gérer une certaine charge de travail et vraiment que tu es bon, ils vont te donner des choses un peu plus poussées et c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Et quels sont, selon toi, le type de profil qui pourrait vraiment s'épanouir au sein de cette banque en particulier? Parce qu'il y a vraiment des profils en particulier pour éviter Ouais, que certains candidats qui n'ont pas ce profil-là ne candidatent pas, du coup. ouais, bah après, je t'avoue, je sais pas particulièrement. Moi, je sais que c'est important de pas être un candidat qui reste trop un profil qui reste trop dans son coin. Donc, un candidat un peu plus extraverti, ça, c'est toujours quelque chose d'important et quelque chose de recherché. Après, je pense, comme je disais au début, il n'y a pas de profil type que l'on recherche. Vous pouvez être un profil peut-être introverti et avoir d'autres qualités qui sont recherchées, c'est-à-dire la rigueur, la persévérance. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas du coup de profil type à proprement parler qui est recherché chez Degroof Petercam. D'accord. Et au contraire, peut-être, est-ce qu'il y a en fait, il y a peut-être quelques types de personnes qui ne pourraient pas s'épanouir au sein de cette banque, au sein de surtout le poste, Bah, parce que ça peut être intéressant pour certains candidats qui n'ont pas vraiment le profil pour travailler en fusion-acquisition, en banque d'investissement. Et selon toi, donc tu peux nous parler en général, voire même en particulier, quels sont les types de profils, enfin de personnes qui devraient ne pas candidater en fait. Il y a En vrai, je peut-être pense que ceci. toute personne qui aime travailler dans son coin, ça déjà, c'est pas bon pour la banque d'investissement. La banque d'investissement, c'est un travail où on peut pas se planquer, il faut toujours échanger avec ses supérieurs, avec aussi, bah, moi je suis en charge parfois de stagiaires, il faut que j'échange constamment avec eux. Donc, si on est quelqu'un qui n'aime pas travailler en équipe, bah ça c'est rédhibitoire. Je pense aussi quelqu'un qui ne n'arrive pas à soutenir et à tolérer la charge de travail qui est demandée, donc à la fois en horaire et en volume. Ça aussi, c'est quelque chose qui est rédhibitoire, je pense. Si vous êtes quelqu'un Bien qui sûr. a ses habitudes, qui aime sortir tous les soirs et qui veut terminer le travail à 19-20 heures, je dis pas que c'est pas bien. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui le font et je les adore, je les ai pas reniés hein, pour autant. Mais c'est juste, c'est pas la banque d'investissement et c'est pas des personnes qui peuvent faire la banque d'investissement. Donc voilà, c'est comme pour tout, il y a des métiers. On n'est pas tous faits pour les mêmes métiers, encore heureux, parce que sinon il y en a certains d'entre nous qui n'auraient pas les métiers qu'ils veulent. Voilà, chacun a ses forces et ses faiblesses. Il faut juste les accepter et trouver le métier qui répond à ses forces et faiblesses. Exactement. Bah écoute, moi je t'ai posé en tout cas toutes les questions. Je ne sais pas s'il y a peut-être un mot de la fin pour les personnes qui nous écoutent, un message, je ne sais pas, pour les encourager pour leurs entretiens, parce que ils passent sûrement des entretiens en ce moment en banque d'investissement. Ouais, non, tout à fait. Bah, je pense que j'ai pas de choses nouvelles par rapport à ce que j'ai annoncé jusqu'à présent. Je pense que je dirais juste, bah, déjà bon courage. Il faut pas non plus se mettre trop la pression. Je pense que déjà, si vous avez été rappelé ou si vous avez été rappelé, c'est que vous avez déjà attiré et tapé l'œil de certains candidats, enfin de certains recruteurs et certaines banques. Si vous êtes en train de postuler, faut pas perdre confiance. Moi, je sais que je suis passé par là au début avec des candidatures qui ont eu du mal en stage
et en CDI à venir. Et après, il faut juste essayer de peut-être réfléchir à faire autrement. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est de parfois think outside the box. Donc, c'est vraiment essayer de se dire si d'une certaine façon vous n'y arrivez pas, il y a peut-être une autre façon par laquelle vous allez arriver à vos fins. Il faut parfois se faire un peu violence et sortir de ses habitudes, de sa zone de confort pour justement décrocher l'entretien et donc contacter des gens. N'hésitez pas. C'est vrai que c'est jamais facile. Moi, je sais que j'ai envoyé plein de messages parfois qui n'ont jamais obtenu de réponse. Mais bon, c'est parfois vous envoyez 5-6 messages, vous en aurez au moins un qui vous répondra. Et c'est cette personne-là qui en vaudra la peine parce que peut-être ça vous permettra d'obtenir un entretien chez cette personne-là. Donc, faut pas perdre espoir. Faut continuer à persévérer et n'hésitez pas à vraiment juste échanger avec les gens, avec les personnes qui savent un peu plus sur le métier pour vous guider. Ça, il y a jamais, même en tant qu'analyste, faut jamais se dire que vous savez tout. Il y aura toujours des choses que vous apprendrez et des personnes vers qui vous vous tournerez parce qu'ils sont plus sachants que vous. Ça existera toujours, même quand vous commencerez un travail et même quand vous aurez 5 ou 10 ans d'expérience. Donc voilà, n'hésitez pas à juste poser des questions, assumer que vous faites les choses peut-être moins bien que quelqu'un et demander des conseils. Donc vraiment, tournez-vous vers les gens qui sont capables de vous donner ces conseils-là. C'est très important. Alors là, on me dit, parce que moi, j'ai pas accès aux commentaires, quelqu'un a écrit quelles sont les qualités recherchées, mais on a répondu du coup pendant le live à cette question, donc je pense que c'était assez clair. Mais écoute, merci beaucoup. Effectivement, il faut pas persévérer. Franchement, c'était un live très enrichissant qui a été diffusé du coup sur toutes les pages, sur Facebook, LinkedIn, YouTube. Et merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé ton temps. C'était beaucoup plus clair. On a pu en savoir un peu plus sur ce qu'on faisait dans une banque d'affaires mid-cap. On voit que c'est très enrichissant parce que on peut vraiment toucher à tout, être dans une structure de taille humaine aussi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, merci. Je te souhaite en tout cas une très bonne continuation chez des groupes Petercam. Je vais réussir en tout cas à le dire parce que je n'y arrive toujours pas. Oui. Et voilà, et merci à tous les participants qui ont suivi ce live et à qui je souhaite bon courage parce que c'est un long process pour réussir ces entretiens en banque d'affaires. Mais là, vous l'avez vu qu'avec Alexandre, en tout cas, on voit que c'est, en tout cas, quand tu le racontes, on a l'impression que c'est assez, c'est pas simple, mais on voit que toi, c'était logique, que tu as vraiment bien réfléchi à ça avant, tout a été bien préparé. Donc, on voit la démarche qu'il faut avoir, toujours avoir préparé son entretien avant, être vraiment mature, être sûr de son choix, parce qu'il y a voilà, vraiment une grande variété de possibilités. Quand on travaille en banque d'affaires, il n'y a pas que les grandes banques d'affaires, il y a aussi le mid-cap, il y a le small-cap, il y a tellement de choses qui sont très intéressantes. Donc, on a vu. Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Ouais, non, mais je voulais tout d'abord te remercier en effet pour m'avoir invité. Je pense que c'était très très intéressant l'échange que l'on a eu. Et ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais, tu as tout à fait raison. Je pense que en effet, tu peux avoir des candidats comme le mien qui ont un certain profil, qui on va dire plus classique peut-être de finance, mais il n'y a pas un seul parcours type. Enfin, tous les profils sont différents et c'est ce qui fait la beauté de ce métier, c'est la diversité des profils que l'on recrute. Donc, faut pas non plus se dire c'est pas parce que j'ai pas le même parcours que Alexandre que je vais pas pouvoir décrocher des stages ou des entretiens dans des banques d'investissement. Et donc, en effet, j'invite tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à m'envoyer du coup des messages si vous avez besoin, si vous avez envie qu'on discute plus ou qu'on redescende certains points qui étaient peut-être pas clairs dans cet entretien. N'hésitez pas, je resterai disponible. Tant que vous m'envoyez une note sur l'invitation sur LinkedIn. Oui. Ça, ne l'oubliez pas, il faut envoyer une note. Là, on me dit qu'il y a une question qui est posée. Est-ce qu'il faut faire une grande école pour entrer dans cette banque? Alors, non. Alors, ça dépend ce qu'on entend par grande école. Alors, une grande école de commerce, non, parce qu'on a des profils ingénieurs, on a des gens qui ont fait des facs également. Donc, non, la grande école de commerce n'est pas nécessaire. Après, les grandes écoles de commerce aident à screener le CV, mais au bout d'un moment, surtout quand vous êtes avec pas mal d'années, pas mal d'expérience professionnelle, ce qu'on regarde surtout, notamment en CDI,
c'est surtout vos expériences, qu'est-ce qui vous ont amené là. Si vous avez fait, par exemple, une école peut-être un peu moins bonne, qui n'est pas une grande école de commerce ou qui est une fac, si vous avez fait des stages en TS, du M&A, on va plutôt le voir. Ok, il avait peut-être moins du coup d'opportunités que quelqu'un qui a fait HEC, mais il s'est donné les moyens pour vraiment poursuivre ce qu'il veut, qui est la banque d'investissement. Et ça, franchement, ça montre une certaine qualité juste dans un CV où j'ai pas besoin de rencontrer la personne. Je sais que cette personne est persévérante parce que ça se voit dans son CV qu'il s'est construit. Comme je disais au tout début, c'est que un CV, ça se fait pas automatiquement comme ça se construit au fur et à mesure. C'est une histoire que l'on raconte. Donc, je pense que certes, une école parfois, même moi, je me rendais compte parfois par rapport à un candidat d'HEC, la candidate d'HEC avait plus d'opportunités que moi. Mais du coup, vous avez d'autres armes. Vous pouvez construire votre CV au travers de vos expériences pour le rendre un peu plus crédible au fur et à mesure. Et après, vous allez être rappelé, c'est évident. C'est donc du coup, Exactement. faut juste comme je disais, faut juste accepter parfois que vous aurez des forces et des faiblesses. Et du coup, si votre faiblesse est votre école, eh ben, vous allez le transformer en force parce que vous allez essayer de construire votre CV de sorte à montrer que vous vous êtes donné les moyens pour obtenir des bons stages, des très bons stages, voire. Et du coup, quand vous allez postuler, les gens vont se dire, OK, il a peut-être fait une moins bonne école, mais il a des sacrés stages. Donc, ça montre que déjà dans cette école, il s'est donné les moyens pour obtenir ses super stages. Et c'est quelqu'un qui est compétent et qui en veut. Donc, ça, c'est très, très important. Et qui a bien réfléchi aussi à son projet professionnel et qui Ouais. l'a construit sur du long terme. Et ça, c'est aussi très intéressant pour un recruteur. Merci beaucoup Alexandre pour ce live. Et en tout cas, si vous avez des questions, voilà, Alexandre vous a dit, c'est très sympa de sa part, vous pouvez le contacter. N'hésitez pas aussi à aller sur teamspace.fr à la rubrique contact. Si vous avez des questions, l'équipe se chargera de vous répondre. Donc voilà, donc le live est fini et merci encore Alexandre et bon courage. En tout cas, tu dois avoir du travail encore. Donc c'est très sympa d'avoir pris le temps en tout cas pour les étudiants. Pas Voilà. de souci. Écoutez, bon courage à tous et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir.